غادي يكون ان شاء الله على le système de management de la sécurité denrées alimentaires. Donc je vous invite لاحظتوا واحد القضيه جي با اكتيفي الكاميرا علاش لانه ملي دير الكاميرا تهبط لا كاليتي دو كونيكسيون. انا ديجا عندي لا دي اس ال كنت 4 جي بعض المرات سا فونكسيون لكن لا دي اس ال سي ان بو ديفيسيل اي سورتو انا جو ترافاي في واحد الشومبر اكوتي في لا وهي الموديم دونك صدق الا مشيت ندير الكاميرا غادي طيح لا كاليتي. Alors donc je disais le système de management de la sécurité denrées alimentaires selon la norme ISO 22000-2018. Déjà, donc je vous invite à, bien sûr, à poser quelques questions. Pourquoi il y a déjà un chiffre qui s'appelle ISO 22000 à la fin? Ben, tout simplement parce qu'il y a plusieurs normes, d'accord? Il y a des autres normes, mis à part ISO 22000, 2018, comme une norme internationale. Tout simplement, comme on avait déjà vu pendant le premier cours, ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Donc, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Donc, c'est-à-dire que c'est une organisation internationale qui édite les normes et qui veille à leur, bien sûr, mise à jour, c'est-à-dire chaque 5 ans. D'accord? Et ça, d'ailleurs, c'était parmi les questions de l'examen de ISO 9001, dont j'étais vraiment beaucoup surpris pour plusieurs copies. D'accord? Donc, à chaque fois, je vous ai expliqué que la mise à jour des normes, il est de 5 ans. Et ce n'est pas de 3 ans, et ce n'est pas d'une année. Il y a des autres qui disent 7 ans, il y a des autres qui disent 9 ans. C'est 5 ans pour toutes les normes. D'accord? C'est ça, la mise à jour, c'est 5 ans, pas autre chose. Pour le certificat, la validité du certificat, il est de 3 ans. Pour les processus de certification, mais pour ce qui est justement accréditation, c'est autre chose. D'accord, c'est pas 3 ans, c'est 5 ans. D'accord, voilà. C'est ça la différence. Alors, donc je reviens justement à mon cours. Donc je disais que le système de management de la sécurité denrées alimentaires, ISO 22000, et vous avez remarqué qu'il y a 2018. D'accord. Donc 2018, pourquoi? Parce que c'est la dernière version. Voilà. Donc l'ancienne version, c'était pas 2018. Mais quand même, vous pouvez le constater qu'il ne s'agit pas d'une version qui datait par exemple de 2013. D'accord? Ça datait avant même. Pourquoi on n'a pas respecté 5 ans? Parce que tout simplement, la mise à jour d'une norme, ça nécessite, bien sûr, ça nécessite du temps. Hein, d'accord? Voilà, ça nécessite du temps. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas venir dans un seul coup. Et voilà, vous pouvez toujours, comment dirais-je, c'est-à-dire faire la mise à jour des normes. Donc, la mise à jour des normes, ça nécessite du temps. C'est pourquoi, parfois on garde toujours la même norme, justement parce qu'elle est toujours valide. C'est eux qui doivent faire tout ça. Et parfois, ça demande du temps. D'accord? Alors, comme je vous ai déjà expliqué, donc je ne vais pas vous citer, bien sûr, les étapes, peut-être toutes les étapes, mais quand même, il y a une étape qui s'appelle, par exemple, l'enquête, l'enquête auprès des différents utilisateurs. Et ça demande du temps. Et après, il faut élaborer, par exemple, le premier draft, et ça demande encore du temps. Et après, il y a une autre enquête, et après la publication. Tout ça, c'est pas l'histoire d'une seule journée. Alors, donc maintenant, ce que vous avez maintenant, la diapositive suivante, en fait, je suis passé. Donc maintenant, je suis déjà sur la diapositive. Oui. On voit pas les diapos ما بقاوش باينين. D'accord. Donc كانت باينة عندكم la première, ياك؟ Oui, d'abord on voit pas les deux. D'accord. Alors, intégralité de votre écran. Cher. Maintenant, regardez bien, s'il vous plaît. D'abord, on voit l'écran. D'accord. C'est bon. S'il vous plaît, غادي نطابي باش ندوز للتروازيام ديابوزيتيف كوم ايسي ونشوف كيفاش دونك دابا راه بركت باش ندوز للتروازيام ديابوزيتيف. Ça marche. سي بون ça marche parfait. صافي ça marche مزيان. Donc انا غادي نرجع la deuxième diapositive ديالي. Bien, donc je disais que en fait l'erreur que vous devez pas commettre, c'est celle-là. C'est l'erreur dont je vais vous parler maintenant. Il y a deux versions. Il y a l'ancienne version et il y a la nouvelle version.
toutes les normes maintenant qui font partie, d'accord, de l'Organisation internationale de normalisation, ils suivent en fait cette structure de 10 articles. À chaque les articles, 10 chapitres. Cette structure 10 chapitres, d'accord, ça s'appelle, on parle de ce qu'on appelle l'HLS, High Level Structure. C'est-à-dire, cette Organisation internationale de normalisation, ils ont donné une structure unique à toutes les normes. Pourquoi? Pour faciliter la tâche aux qualiticiens, par exemple, s'ils veulent travailler sur plusieurs systèmes à la fois dans une entreprise. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, il faut deviner, par exemple, un responsable qualité qui a, par exemple, 3 systèmes avec 3 structures différentes. Ça veut dire 3 systèmes documentaires différents, un suivi différent, les revues des réactions, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est pas toujours évident. Parfois, il perd beaucoup de temps tout simplement pour organiser cette paperasse, d'accord? Et là, c'est pas l'objectif du système. Donc l'objectif d'un système de management de qualité en général, en premier lieu, si on veut justement classer ça en objectif stratégique, c'est cette partie-là, bien sûr, préventive. D'accord, c'est ça l'objectif. Et c'est pas gérer la paperasse, d'accord. Alors pour faciliter la tâche à ces gens-là, ils ont essayé bien sûr de donner des structures de 10 chapitres, comme c'est le cas, bien sûr, actuel de ISO 22000. Donc là, ce que vous avez devant vous, ça c'est ce qu'on appelle comment s'appelle la structure, l'ancienne structure de ISO 22000, d'accord, selon l'ancienne version. Donc je vais vous parler, je vais revenir, ne vous en faites pas, je vais revenir bien sûr à la structure. Et vous allez remarquer que je commence par bien sûr ces ABC de la norme ISO 22000, et par la suite, je vais me basculer directement vers la démarche ASCEP. Et là, vous avez raison, si vous allez poser des questions, mais pourquoi déjà? Alors, nous avons commencé par ISO 22000, il faut rester sur ISO 22000. Bien sûr, je vais rester sur ISO 22000, mais de manière indirecte. Parce que la CCP, d'accord, je vais vous expliquer ce que ça veut dire la CCP, elle fait partie de ISO 22000. Normalement, vous êtes censé déjà, que vous avez déjà vu le cours, hein, parce que comme j'avais déjà dit, moi je vais prendre 1 heure et 1 heure et demie pendant cette séance pour vous expliquer un peu les ABC. Donc la CCP, elle fait partie de ISO 22000. Donc, si on peut dire, c'est-à-dire cette norme, comment on peut la présenter, ben, ISO 22000, je peux la présenter de cette manière. ISO 9001, c'est la partie management, plus la partie, bien sûr, de sécurité des denrées alimentaires. C'est ça, les deux, c'est-à-dire les deux, partie management et partie sécurité des denrées alimentaires. Donc, la partie sécurité des denrées alimentaires, surtout, on trouve la CCP. D'accord? Et plus la traçabilité, il ne faut pas oublier. Donc, la démarche ACP, ça se trouve dans ISO 22000. Donc, le lien entre ISO 22000 et la CCP, la démarche ACP, on va la voir par la suite, comprendre les exigences de la norme. D'accord? Parce que quand je vais finir la démarche ACP, on va passer bien sûr vers les exigences. Et après, on va essayer de vous expliquer, parce qu'un responsable qualité en premier temps, s'il a une norme, c'est comme c'est pareil à ce que nous avons déjà vu pendant ISO 9001. Si vous êtes responsable qualité et vous voulez commencer par exemple la mise en place d'un système, moi je vois, c'est préférable de commencer par exemple par un diagnostic. Moi je dis préférable, je n'ai pas dit obligatoire. Donc c'est préférable par exemple de commencer par une évaluation sur les exigences de la norme. Et si vous voulez faire par exemple cette évaluation selon les exigences de la norme, vous devez élaborer une checklist, d'accord? Et la checklist, la source principale, c'est la norme elle-même. Vous voyez, on va vous expliquer comment vous pouvez faire cette conversion. Ben, sinon, il y a toujours bien sûr des raccourcis. Parce que comme nous avons dit, je vous ai déjà expliqué, je l'expliquerai à chaque fois, que maintenant le responsable qualité, d'accord, il ne va pas réinventer la roue. La roue, ça existe déjà. Vous devez tout simplement être au courant de ce qui se passe sur le marché et aller chercher justement tout simplement la source la plus fiable et la plus disponible avec le maximum d'informations. Par exemple, c'est bien de comprendre comment convertir les exigences en critères checklist, mais quand même, vous pouvez trouver par exemple une checklist déjà prête, d'accord, sur Internet, d'accord. La seule chose que vous devez normalement s'assurer, est-ce qu'il s'agit bien sûr d'une source fiable, voilà, pour ne pas justement travailler sur des checklists qui sont incomplètes ou autre chose. Alors, donc je disais, oui,
Très bien. Donc, je disais que les exigences critères, et après, on va voir une démarche de la mise en place de la norme, et après, on va voir un processus de certification. Donc, vous allez remarquer que presque la même chose que ISO 9001. D'accord? Presque, je dis presque la même chose. Hein. D'accord? Toujours, vous devez bien sûr, comment dirais-je, entamer cette étape qui s'appelle la revue de la direction. Et après la revue de direction, vous pouvez par exemple entamer ou, je sais pas moi, faire ce qu'on appelle l'audit à blanc. Et sinon, vous pouvez carrément appeler par exemple, comme j'avais déjà dit, un organisme certificateur. Voilà, c'est presque la même chose. Étude de cas, on va voir. D'accord. L'objectif du module, donc ce que je vous demande, c'est-à-dire c'est savoir, avoir bien sûr des informations à propos de la préparation de la mise en œuvre, la certification. Et voilà, donc si l'entreprise est déjà certifiée ISO 22000, elle faut savoir comment maintenir son système. Et après, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour tout simplement la satisfaction des parties prenantes et bien sûr garantir la sécurité de denrées alimentaires. D'accord? Donc je fais un petit rappel. Il ne faut pas confondre la sécurité alimentaire et la sécurité de denrées alimentaires. D'accord? Jamais. Donc la sécurité des denrées alimentaires, c'est la sécurité des aliments, c'est-à-dire des aliments qui sont exempts de danger, avec salubrité et inéquité. Par contre, la sécurité alimentaire, c'est la mise à disposition d'une quantité suffisante pour une population donnée. Donc, c'est-à-dire en arabe, donc ce que j'avais expliqué en français, je l'explique en arabe. La sécurité alimentaire, mais ce n'est pas sécurité des aliments, sécurité alimentaire, هي الأمن الغذائي. يعني الناس يكون عندهم la quantité suffisante باش ياكلوا يشربوا. ده هو السيكوريتي alimentaire. ولا sécurité des denrées alimentaires يعني أغذية تكون خالية من الأخطار. ضد la santé des consommateurs. Donc هنا احنا nous sommes en train de parler de sécurité des denrées alimentaires. Nous ne sommes pas en train de parler de sécurité alimentaire. Donc on parle de la sécurité des denrées alimentaires. D'accord? Alors, donc voilà, donc ça c'est déjà vu, mais il n'y a pas de problème. D'accord, je peux toujours revenir bien sûr dessus. Alors, donc là, c'est un peu la famille de ISO 22000. C'est comme ISO 9001, vous allez le constater. Regardez à gauche, en haut, donc ISO 22004. Ce sont les recommandations pour l'application. D'accord? ISO 9004, on dit sur les lignes directrices pour l'amélioration des performances. Donc, ISO 22000, c'est là où il y a les exigences. À droite, regardez à droite, d'accord, par rapport à votre écran. ISO 22003. Donc, c'est un ensemble des exigences, mais surtout pour les organismes qui précèdent à l'audit et à la certification. Vous n'êtes pas un organisme qui fait la certification, vous n'êtes pas concerné par cette norme. Donc, vous cherchez la certification, vous êtes concerné par ISO 22000. Donc, toujours la même question qui se pose. Est-ce qu'on peut être certifié ISO 22004? Bien évidemment, non. Non, vous ne pouvez pas être certifié parce qu'il n'y a pas des exigences, il n'y a que des recommandations. Est-ce que vous pouvez, par exemple, être certifié, je ne sais pas moi, autre norme, par exemple, ISO 22003, par exemple? Non, parce que vous n'êtes pas un organisme, vous savez. Donc, c'est-à-dire, ce qui vous concerne pour le moment, c'est ISO 22000, c'est là où il y a les exigences, d'accord? Et après, il y a ISO 22002 par exemple. ISO 22002, il n'y a pas des exigences. Il s'agit des programmes prérequis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les programmes prérequis? On va les voir pendant la CCP pour comprendre davantage. Donc, maintenant, je suis sur la diapositive suivante. C'est là où il y a l'historique. Donc, ISO 22000 est fondé sur une approche globale de la maîtrise de la sécurité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire les pays, les entreprises, après qu'ils ont vécu plusieurs crises, bien sûr mondiales, hein, d'accord, crise mondiale. Je peux commencer par exemple par cette crise encéphalopathie spongiforme bovine, par la dioxine par exemple, par la grippe aviaire, il y en a d'autres, hein, d'accord, la liste n'est pas explicite. Le plus important, qu'on a des crises à chaque fois dans le monde alimentaire. Et ces crises-là,
c'est-à-dire, ils ont, comme s'ils ont, ils ont motivé, voilà, ces entreprises-là, les consommateurs, les autorités en général, d'aller chercher, en fait, par exemple, des conditions dans lesquelles on doit travailler pour assurer, voilà, le consommateur. Donc, quand je dis assurer, c'est pas que verbalement, non, c'est réellement. C'est comment on peut avoir un consommateur, bien sûr, rassuré. Donc, nous pouvons trouver ISO 22000, mais quand même, il y a des autres. L'IFS, BRC. Vous allez comprendre, hein, tout ça, vous allez le voir. Moi, je connais, en fait, c'est-à-dire, on avait beaucoup d'étudiants pendant leur stage. Ils ont travaillé sur l'IFS et le BRC. C'est vrai, on ne l'a pas vu pendant le cours, mais c'est le même principe, hein, d'accord, avec bien sûr quelques déviations. Moi, quand je dis principe, c'est-à-dire, je ne dis pas que c'est la même carte de route, mais plutôt c'est le même principe, d'accord. C'est vrai, la première chose que vous devez normalement maîtriser, c'est bien sûr les exigences, parce que les exigences, certainement, que vous allez trouver des exigences qui sont un peu différentes d'une norme et une autre. Mais le principe, c'est le même, parce qu'une fois vous êtes habitué sur ce langage de qualité, ça vous serait très facile justement de comprendre, moi je dis d'aller comprendre, voilà les exigences. Et c'est pas, vous ne pouvez pas bien sûr faire, c'est-à-dire deviner des exigences que vous n'avez pas encore vues. En général, c'est le principe de la vie. Si vous voulez bien sûr avancer, vous devez faire des efforts en général. L'information, ça ne vient pas toute seule. Rien ne se fait bien sûr, bien sûr sans faire des efforts. D'accord? Impossible. Chaque bien sûr résultat, il est suivi par bien sûr des efforts. Alors, donc je continue. Maintenant, pour les ISO 22000, mais quelles sont les entreprises qui sont concernées par cette norme? Eh bien, pour faciliter tout intervenant dans la chaîne logistique, d'accord, dans la chaîne agroalimentaire. Quand je dis la chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire que je peux commencer depuis le producteur agricole vers les producteurs d'aliments pour animaux, ces gens-là qui font les aliments pour les animaux, les producteurs d'aliments primaires par exemple, les producteurs, les organes de transformation, les organismes transformateurs secondaires, les détaillants, les grossistes, d'accord, tous ces gens-là. Et il ne faut pas oublier encore les producteurs de pesticides, d'accord, parce qu'ils sont censés et ils sont encore concernés par ISO 22000, par les gens qui font par exemple la production d'ingrédients, parce que les ingrédients vont faire partie de vos aliments. Les auxiliaires technologiques aussi, c'est-à-dire tout produit peut être incorporé dans l'aliment. Donc, son fournisseur, c'est-à-dire le fournisseur qui fait le produit ou l'ingrédient, il est concerné par ISO 22000. Voilà. L'emballage, d'accord, même l'emballage, attention. L'emballage, lui aussi, les entreprises qui font l'emballage sont concernées par, bien sûr, cette ISO 22000. Les producteurs de produits nettoyage, des hygiènes, regardez, vous savez, vous voulez utiliser par exemple un produit de nettoyage ou d'hygiène, vous êtes en fait censé normalement de respecter bien sûr en fait les lois, les doses que vous devez utiliser et quand, d'accord. Et vous devez avoir bien sûr un programme bien ficelé, bien connu, où c'est bien planifié, c'est-à-dire c'est visible pour l'ensemble des opérateurs, les prestataires de services. Donc, comme j'avais déjà expliqué, donc ISO 22000 il est au centre, mais quand même il y a des autres parties qui sont aux alentours. Regardez, ISO 9001, c'est là où j'ai fait bien sûr le grand cercle là en rouge. Et après, il y a une partie, regardez à droite, traçabilité. Donc la traçabilité, c'est l'aptitude de localiser bien sûr l'historique d'un produit. D'accord? C'est ça la traçabilité, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de retracer mon produit. Et après, donc le traçabilité, parce que là, il ne faut pas confondre un système de traçabilité, pas forcément un système documentaire ordinaire dans une entreprise. Parce que, par exemple, avoir une facture ou un bon de livraison, pas forcément, c'est pas un système de traçabilité. D'accord? Parce qu'un bon de livraison peut vous donner bien sûr des informations à propos de votre fournisseur, mais ne peut pas vous donner, par exemple, une information sur le numéro de lot de produit ou le numéro de lot de la matière première ou autre chose. D'accord? Vous n'êtes pas capable de faire bien sûr cette liaison.
Parce que parfois, un bon livraison peut comporter, par exemple, plusieurs, c'est-à-dire plusieurs quantités. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, donc je continue. Toujours, je continue, voilà. Donc, je disais que les principes ACCP qu'on va voir, les bons pratiques, d'accord, communication. Donc, bons pratiques, les principes, on va les voir maintenant sur place. Principe, c'est à droite en haut. Les bons pratiques, c'est à gauche, en bas. Communication, elles font partie du ISO 22000. Exigeant des résultats, c'est ISO 22000. On va voir après qu'on va finir, bien sûr, la CCP. La traçabilité, je vais essayer de vous parler de traçabilité, même s'il ne fait pas partie, par exemple, du cours. Normalement, la traçabilité, c'est parce que fait partie de votre programme, mais la traçabilité, c'est encore important. Alors, un petit récapitulatif. Donc, ISO 22000 il est au centre. La communication, le plan ACCP regardez, d'accord, c'est transversal. L'approche systémique, c'est-à-dire, quand je dis systémique, c'est-à-dire relatif à un système. Systématique, c'est méthodique. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'approche systémique. Donc l'approche systémique, en général, comme je vous ai déjà expliqué, je ne peux pas adopter une approche systématique si je n'ai pas déjà une approche systémique. Mais il y a des choses méthodiques, des manières méthodiques, mais c'est qu'un système. Donc c'est-à-dire que le système هو الأول وتنعود نروديه, on fait le rodage, après, je peux dire que j'ai une approche, c'est-à-dire systématique. Et après, il y a bien sûr la partie à gauche, un peu, voilà, à gauche, c'est sur les programmes préalables. Alors, donc, comme vous pouvez comme vous le savez, hein, on peut pas, c'est-à-dire, on peut pas courir avant de marcher. D'accord? C'est impossible. Donc, il faut marcher avant de courir. Et là, ça se voit que la démarche ACP en premier lieu. Donc, on va voir ce que ça veut dire cette démarche ACP. Et là, je vais commencer par cette petite histoire. À chaque fois, je l'expliquerai bien sûr à mes étudiants. Voilà, donc je vais essayer, parce qu'il y a des gens qui viennent de rejoindre sur la réunion. D'accord. Alors, donc je disais, regardez, vous êtes dans la cuisine. D'accord. Maintenant, on est déjà sur la partie ACP. Hein, d'accord. Et ISO 22000, on vous avait expliqué. Donc là, les ISO 22000, ça comporte partie management. Ça comporte la partie communication interactive, ça comporte bien sûr la partie plan ACCP et ça comporte bien sûr les programmes préalables, d'accord. Donc plan ACP, programme préalable, c'est toujours démarche ACP. Et après, nous avons dit la traçabilité aussi, donc une grande partie de la traçabilité, ainsi de suite. Donc maintenant, et comme nous avons déjà dit, on va commencer par la démarche ACP. Je commence maintenant la démarche ACP par cette petite histoire. Vous êtes dans la cuisine. Vous voulez préparer de la mousse au chocolat. Donc, j'ai choisi cette petite histoire aux étudiants parce que je sais très bien qu'il s'agit bien sûr des petites préparations qui se font souvent dans nos cuisines, soit par nos sœurs, soit par nos mères, soit par nos époux, ou je ne sais pas, d'accord. Mais en général, peut-être c'est préparé par nous-mêmes, hein, d'accord. Maintenant, l'homme, bien sûr, parfois, il aussi le prépare, hein, d'accord. Et normalement, c'est ça le principe. Donc, en général, c'est une simple préparation. Préparation des œufs en neige. Donc, ce récipient qu'on utilise dans la cuisine, il est en verre. Le problème, c'est qu'il n'existe pas dans la matière de construction, de fabrication, mais plutôt dans la petite ébréchure. Regardez, par exemple, votre récipient, dedans, il y a une ébréchure. Et puisque vous avez tout mis dans votre récipient, donc lors de l'incorporation du chocolat, vous voulez normalement, c'est-à-dire mélanger, vous voulez mélanger. Et là, vous êtes sûr, vous vous dites, mais ça ne marche pas, il y a cette ébréchure-là. Si je vais faire l'incorporation du chocolat, je veux mélanger par exemple, certainement, mon fouet, d'accord, il va entamer cet endroit. Vous êtes sûr, vous êtes certainement sûr que le fouet, il va entamer bien sûr cet endroit et possible, vous aurez bien sûr un dégagement, bien sûr, bien sûr, ces ébréchures, c'est-à-dire des morceaux de verre. Donc, alors, maintenant, puisque vous êtes sûr que, en fait, éventuellement, vous êtes sûr que le fouet, il entame le droit,
mais vous n'êtes pas sûr est-ce que vous aurez des morceaux de verre ou pas, d'accord? Mais quand même, vous dites, le danger, il est éventuel, il est possible. Donc, le danger, il est physique, il est possible qu'il soit dans votre préparation. Là, en fait, la solution maintenant, quelle est la solution? Ben, il faut éliminer le danger. Mais comment faire? Nous sommes dans un chantier de réflexion. Nous sommes en train de réfléchir. Donc, je dis, les morceaux de verre dans ma préparation sont toujours possibles. Comment éliminer, bien sûr, le danger? Ben, il faut acheter un détecteur de verre. Donc, vous allez faire une petite recherche sur Internet, vous n'allez pas trouver un détecteur de verre parce que maintenant, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bien. Alors, regardez ici, par exemple, vous avez trouvé un détecteur de verre. Normalement, le risque n'est pas un point critique. S'il vous plaît, donc je vais essayer de zoomer. Cette partie danger est critique. Plutôt est risque. Donc, le danger et le risque. Donc, le danger, par rapport à ISO 22000 ou par rapport à la démarche ACP, c'est un agent biologique, chimique ou microbiologique. Donc, agent physique, chimique ou microbiologique, je veux dire. C'est-à-dire que c'est un agent qui est présent. Soit vous pouvez le voir à l'œil nu, soit vous pouvez le palper, soit vous pouvez le voir en microscope. Mais le plus important, qu'il existe dans la nature. C'est ça, un danger. Par contre, le risque, c'est l'effet des dangers. D'accord? C'est-à-dire les conséquences d'un danger. En général, un risque, il doit être bien sûr évalué. Pour l'évaluer, on parle bien sûr criticité. Donc c'est pourquoi j'ai noté ici criticité. Donc on va revenir bien sur ce point-là, parce que c'est le cœur métier. C'est la partie axiale, bien sûr, de la démarche ACP. Donc je reviens, c'est-à-dire à sa diapositive. Donc je disais que en fait, les morceaux de verre sont toujours possibles dans ma préparation. D'accord? Ils peuvent exister dans ma préparation. L'objectif est éliminer. Alors pour éliminer, je dois tout d'abord le détecter. Est-ce que je peux trouver un détecteur de verre? Je ne sais pas. Si je le trouverai, normalement ce danger-là, il ne présente plus un risque critique pour la santé du consommateur. Pourquoi? Parce que une fois il y a des morceaux de verre dans la préparation, j'aurai bien sûr, par exemple, en fait, un système d'alarme, une sonnette, d'accord, qui va m'alarmer, qui va m'alerter pour me dire, voilà, attention, il y a des morceaux de verre et je peux les dégager. Une fois, j'aurai plus c'est-à-dire cet effet sonore, c'est-à-dire ce bruit-là, donc je peux détecter, c'est-à-dire je peux en fait déduire qu'il n'y a plus de danger. Mais malheureusement, il n'y a pas justement un récipient plutôt un détecteur de verre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, c'est un point. Donc là, vous devez le considérer comme un point critique parce que vous n'avez pas pu l'éliminer. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le considérer. C'est une question de perception. Vous devez le considérer comme un point critique. C'est un point critique. Vous devez le considérer comme un point critique et le surveiller. C'est un principe très logique. C'est de dire, le point, puisque j'ai pas pu le maîtriser, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dois normalement le surveiller. Et une fois il y a une certaine déviation, j'interviens au moment opportun. Vous voyez le principe? Mais regardez, mais si vous avez la possibilité, par exemple, de le maîtriser, voilà, ben c'est pas la peine de le surveiller. Parce qu'une fois détecté, il sera éliminé automatiquement. Parce que votre système le permet. Alors, sinon, regardez, ça, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter, par exemple, un nouveau récipient, ben sinon, il faut acheter un bon récipient, c'est-à-dire un nouveau récipient en inox. Et ça ne va pas vous permettre encore d'éliminer le danger de ces racines. Pour notre cas de la cuisine, il est très possible, vous savez, parce que c'est pas trop cher. Mais malheureusement, regardez ce qui se passe dans l'agroalimentaire.
vous avez un grand récipient par exemple, pas forcément en verre, mais là vous êtes sûr qu'il y a un danger quelque part, c'est-à-dire la source de danger. Et si vous voulez par exemple, changer tout un récipient, une enceinte, je ne sais pas moi, de milliers de litres, ben, c'est pas évident. D'accord? Parce que c'est pas parfois, mais ça coûte les yeux de la tête. D'accord? Donc ça veut dire, dans la plupart des cas, ces gens d'agroalimentaire, ils préfèrent faire attention avec, bien sûr, leurs enceintes et travailler avec les mêmes conditions, mais avec un système, bien sûr, de surveillance très fort. On va revenir, bien sûr, à notre système de surveillance, d'accord, pendant la démarche CP. Mais, rappelez-vous, j'ai un récipient dans ma cuisine, je veux préparer une préparation mousse au chocolat. À l'introduction, à l'incorporation du chocolat, mon fouet entame l'endroit où il y a l'ébréchure. Donc, je suis certain qu'il y a des morceaux de verre, d'accord, qui peuvent se dégager dans ma préparation. Comment faire? J'ai réfléchi, bien sûr, à un détecteur de verre, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé sur le marché. Donc, je suis parti vers le deuxième plan. Par exemple, c'est faire attention à mon récipient. D'accord? Surtout si je n'ai pas les moyens d'acheter un récipient en inox. Mais si j'ai les moyens, et j'achèterai par exemple un récipient en inox, donc ce n'est pas la peine de surveiller le danger, parce que j'en aurai pas, parce que je l'ai éliminé à la source. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le principe. Rappelez-vous de ce principe-là. On va... Oui, allez-y. Je vous écoute. Monsieur, est-ce qu'on doit avoir la certification? Une question, s'il vous plaît. Est-ce que je dois avoir la certification ISO 22000, ISO 22000 et aussi la certification HACCP? D'accord. Donc ça, c'est pour votre question. Moi, je peux dire que c'est une bonne question. Pourquoi? Regardez, par exemple, moi, je suis une entreprise. J'avais déjà commencé par la démarche ACP, plutôt voilà, ACP. Et là, je suis déjà certifié ACP. Et bien, par la suite, donc je me suis dit, il faut être certifié ISO 22000. Je peux voir les deux. Donc, je vous explique, c'est-à-dire c'est volontaire. C'est volontaire. Par exemple, vous êtes une petite entreprise fraîchement créée, vous êtes nouvellement créée. Et voilà, donc, comme vous savez, l'ONSA, il vous donne. La première, c'est l'autorisation d'ouverture. L'autorisation d'ouverture, il faut que vous respectiez ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène. Pour avoir l'autorisation auprès de l'ONSA, vous devez respecter bien sûr les bonnes pratiques d'hygiène. On va regarder juste après. Déjà, je suis sûr que j'ai déjà fait les autres formateurs. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'agrément. Donc, l'autorisation d'ouverture, l'ONSA, bien sûr, من غير كاين الولايه كاين دوك البيرو ديال ليجيام ما تهضروش عليهم تهضروا على اللونسا دابا اللونسا راه ولات maintenant elle intervient dans le secteur agroalimentaire parce que c'est un organisme d'inspection. Donc si vous voulez avoir cette autorisation d'ouverture, vous devez respecter les bonnes pratiques d'hygiène, c'est-à-dire instaurer les bonnes pratiques d'hygiène. Donc les bonnes pratiques d'hygiène, vous le savez déjà, le personnel, le transport, les locaux, d'ailleurs on va les voir. C'est vrai, on va surfer, c'est-à-dire on va essayer de surfer, de les voir d'une manière rapide, mais quand même, je suis sûr que vous l'avez déjà vu avec un autre formateur. Donc l'autorisation d'ouverture, et après il y a l'agrément. Je suis en train toujours de répondre à la question de votre collègue. Donc l'autorisation d'ouverture, ce sont les bonnes pratiques d'hygiène. L'agrément, d'accord, je ne suis pas encore certifié ISO 22000. Je suis en train de vous dire, c'est-à-dire des étapes dont je me trouve un peu contraint, c'est-à-dire je me trouve obligé. Dans l'autorisation d'ouverture, vous êtes obligé d'avoir les bonnes pratiques d'hygiène. Vous voulez avoir un agrément auprès de l'ONSA, là, vous êtes obligé d'avoir un système, par exemple, équivalent à la démarche ACP, d'accord, ou la démarche ACP elle-même. Quand je dis équivalent, ça veut dire ISO 22000 par exemple, BRCE, l'IFS. C'est-à-dire, c'est ça ce que je vous explique. C'est-à-dire, dans l'obligation de le faire. Donc, mais si vous êtes par exemple une consultante, par exemple, une TIA consultante, avec un bureau d'études, je suis venu chez vous pour vous demander conseil. Je vous ai dit, est-ce que vaut mieux instaurer la démarche ACP
ou ISO 22000 ou les deux. Ben, normalement, les deux, normalement, vous ne devez pas me le conseiller. D'accord? Mais quand même, vous allez me dire, est-ce que vous voulez, parce que la démarche ACP, ça comporte, ça comporte que la partie technique, la partie analyse de danger. La démarche ISO 22000, c'est-à-dire le système, ça comporte partie management, plus partie, bien sûr, analyse danger, plus communication, plus le système de traçabilité, ainsi de suite. Vous savez, donc le ISO 22000, c'est plus large que la démarche ACP. Donc, si par exemple la démarche ACP, vous devez travailler dessus pendant, je dis n'importe quoi, 6 mois, ça dépend de la taille de l'entreprise, par exemple, ISO 22000, il va falloir plus de 6 mois. D'accord? Vous avez compris? D'accord? Oui. C'est-à-dire l'ISO 22000. Mais ça reste un choix. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Il a le flou, vous avez c'est-à-dire vous avez les moyens, il vaut mieux aller partir directement vers ISO 22000. D'accord? Parce que c'est international déjà. D'accord? C'est vrai, là, maintenant, il fait partie du ISO 22000, mais la démarche ACP, ça reste que l'analyse, la partie analyse danger. Ça ne concerne pas la partie management. 22000. Comment? Ça reste seulement une partie de l'ISO 22000, c'est ça? Exactement. Ou ça reste surtout la partie qui concerne les dangers. Les dangers, l'analyse. ISO 22000, voilà, l'analyse des dangers. بالنسبة لإيزو 22000 فيها المانجمنت فيها الكوميونيكي يعني بحال اورغانيزا كامل. فهمتوني؟ نعطيك une autre question. دابا بزاف ديال لي زونتريز تلقاهم سيرتيفي ايزو 9001 و ايزو 22000. علاش هما في سيرتيفي بجوجهم؟ يقدر يمشيو لايزو 22000 بوحدها بلا ما يمشيو ايزو 9001. باغ اكزومبل هذا سي ان كونساي كو vous pouvez donner باغ اكزومبل. فهمتوني؟ لان ايزو 9001 سي مانجمنت. وي. Et que l'ISO 22000, on trouve l'ISO 9001, c'est ça? Bravo, voilà. Parce que l'ISO 22000 fait partie management. Donc on a ces questions. Ou là, quand il prend l'entreprise, il est libre. Peut-être certifié ISO 9001, ISO 22000, ou la démarche ACP. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous en prie. ISO 22000, elle ne remplace jamais ISO 9001. Tu ne peux pas dire, moi, je suis certifié ISO 9001, ISO 22000. Alors que vous n'avez que le certificat ISO 22000. Vous n'avez pas le droit de le dire. Vous devez dire que vous êtes certifié que ISO 22000. Parce que vous n'avez pas le droit de déduire. Je suis certifié ISO 22000, donc la certificat ISO 9000. Là, vous n'avez pas le droit de le dire. ISO 22000 et ISO 22000 tout simplement. D'accord? Seulement. Donc il a brité ISO 9001, c'est certifié ISO 9001. Et si vous êtes certifié ISO 22000 et vous voulez être certifié encore ISO 9001, bien sûr, le chemin ne sera pas le même. Vous aurez des raccourcis. Parce que vous avez déjà une partie management instaurée dans votre entreprise. Donc, voilà. Donc, déjà sur la diapositive suivante. Monsieur. Oui, allez-y. Oui. Monsieur, quels sont des messages des étudiants pour accepter la réunion? Ah oui, j'entends plus. Donc, mon prof, c'est Juni. ما عرفتش انا كيفاش خصني ندير باش يبقاو اللي يبغى يدخل زعما انا ça me dérange pas. Alors vous êtes en train de فين ما عرفتش فين لا بارتي باش ناكسبتي انا الميت هذا ما فهمتش بيه بزاف. Présenter, arrêter. Alors comment faire? Sentir les الناس اللي بحال هكا participants compte. ما عرفتش لأن ملي تجيني أنا تقول لي اسكو فولي ريفوجي ولا اكسبتي جاكسبت en général donc ajouter je sais pas أنا غادي نقول لهم يعاودوا صفر دابا يعاودوا voilà ok alors donc Amina Azizi, donc elle vient de me poser une question. Quel est l'organisme certificateur de ISO 22000, ISO 9001? Regardez pour cette question. Donc dans le marché, parce que il s'agit d'un marché, il s'agit il y a beaucoup d'organismes certificateurs et on a beaucoup. Je peux vous dire que c'est comme les champignons. Oui. Je suis désolé pour dire ce mot-là parce que j'ai travaillé dans la partie, bien sûr, certification. Il y a beaucoup d'organismes certificateurs. Chaque bureau cherche, bien sûr, des licences, d'accord? Une fois trouvé, d'accord, il se transforme en organisme certificateur. Il y en a beaucoup. Si je vais vous citer, parce que dans la diapositive,
du cours, il y a un exemple, d'accord? Je ne fais pas de la publicité pour ces gens-là, parce que, en fait, c'est le certificat que j'ai trouvé sur Internet. Et vous, en tant qu'étudiant, vous devez au moins savoir, par exemple, la forme d'un certificat ACP. D'accord? Donc, en réponse à votre question, il y a beaucoup d'organismes certificateurs. Je peux citer, sans faire attention, bien sûr, au premier nom cité par moi-même, pour ne pas faire de la publicité, parce que je ne peux pas justement citer, par exemple, cinq mots, enfin 5 noms d'organismes dans un seul coup, je suis obligé de citer un par un. Par exemple, je commence par l'organisme certificateur que j'ai sur le cours TUV. Il y a TUV, il y a Veritas, il y a CGS, il y a Imanor. J'ai entendu parler que Imanor ne fait plus la certification. Il y en a beaucoup, la Côte des QS, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'organismes certificateurs. D'accord? C'est vous qui devez, d'accord, aller choisir, par exemple, un organisme certificateur, proportionnellement, bien sûr, au prix proposé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous cherchez par exemple un organisme certificateur, vous pouvez aller chercher, c'est-à-dire aller demander, voilà, du devis, et l'organisme certificateur le moins cher, vous pouvez le choisir. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'accord, d'accord. Tout ça, la partie certification, tapez sur l'internet organisme certificateur, où vous allez remarquer bien beaucoup. D'accord? Par exemple, l'association française de normalisation AFNOR, c'est à la Kenya. D'accord? Beaucoup d'organismes certificateurs. Donc, là, on dit la diapositive suivante, on dit un certificat ACP. Donc, le certificat, Flantette, TUV, comme c'est un organisme certificateur. Ça veut dire, je suis une entreprise, dont mon nom est JIPA, donc je ne fais pas de la publicité de cette entreprise, parce que comme j'avais déjà expliqué, c'est le certificat que j'ai trouvé sur Internet. D'ailleurs, puisque c'est diffusé sur Internet, je crois qu'on a le droit bien sûr, de la faire diffuser auprès de nos étudiants. Sinon, ils devaient mentionner que la licence est obligatoire. Donc, JIPA, donc Général Industriel des Produits Alimentaires. Donc, je lis depuis le début. TUV, donc c'est l'organisme certificateur. De quoi s'agit-il? C'est un certificat ACP. Donc, TUV, c'est un organisme de certification pour le système ACCP. D'accord? Quoi? Certifie que, regardez, c'est la petite phrase qui existe au-dessous du certificat. Certifie que l'entreprise, et c'est mis en gras avec le logo. JIPA. D'accord? Général industriel des produits alimentaires, route de Sousse, GP1, blabla, blabla. Alors, donc, regardez, pourquoi c'est important le nom? Le nom, il est important parce que je dois savoir qui est concerné par la certification ACP. Pourquoi maintenant il est important de noter l'adresse? Parce que je peux avoir, par exemple, plusieurs entreprises qui portent le même nom. Bon, c'est impossible. Mais oui, c'est possible. Regardez, un exemple sans vouloir faire de la publicité. Super Serum. Super Serum, il y en a partout. McDonald's, il y en a partout. وإذا عطيتك مثلا certificat كاين par exemple c'est pas كاين في قنيطرة ماشي كاع لي ماكدونالدز sont certifiés فهمتوني donc c'est-à-dire l'adresse elle est importante بعض المرات تلقاو قلت لكم des entreprises qui portent le même nom c'est-à-dire parce qu'il s'agit d'une franchise il s'agit par exemple d'une extension d'accord بلا ما ندخلوا في le volet économique انا بزاف l'extension راه كاين بزاف ثاني ما يدار في la partie économique soit une filiale soit une structure ça d'ailleurs c'est déjà que نشرح لكم avant في la partie présentielle. Donc l'adresse elle est importante. Là, je قلت لكم كاين بعض المرات سوسيتي مير اللي عندها هذا نسميوها هكا دي زونتربريز في. ودوك لي زونتربريز في تلقاهم بزاف د لي فيل. Donc, regardez, tu certifies que l'entreprise X a mis en place et maintient un système ACCP pour le domaine de validité suivant. Donc, c'est un peu la nouveauté. Donc, ils sont en train de nous dire que l'entreprise X, il a mis en place et maintient. C'est-à-dire, il y a un maintien, il y a une mise en place déjà
il y a un maintien il y a un maintien après. D'un système de ACP, regardez, pour le domaine, ils ont changé de couleur. Regardez la police. On part maintenant du noir. De validité suivant. Qu'est-ce que ça veut dire le noir et le bleu? Le noir, ce sont des champs, bien sûr, changeables, c'est-à-dire des champs qu'on remplit. Et les parties, en fait, bleues, ce sont des parties automatiques. C'est-à-dire que c'est comme une petite application. Là où vous devez taper, bien sûr, c'est la partie noire, mis à part, bien sûr, certificat CP, ce qui existe dans l'entête. Moi, je parle de la partie corps, d'accord, corps certificat. Donc, à mettre en place et maintenir, c'est-à-dire c'est une phrase qui va être écrite sur tous les certificats, de validité suivant, et là, on entame la partie, bien sûr, noire, c'est-à-dire qu'on change à chaque fois. Ça veut dire qu'il sera propre à l'entreprise, c'était dessus. Donc, c'est-à-dire général, je ne sais pas ça veut dire, elle fait quoi? La fabrication, la commercialisation des glaces. Regardez, fabrication, commercialisation, il y a deux activités ici. C'est-à-dire mon activité de la fabrication, mon activité de commercialisation sera concernée par la démarche ACP. Je continue. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire mon activité, ça concerne quoi? Ça concerne les glaces, les crèmes glacées, yaourt, les desserts lactés, beurre, du lait fermenté, lait UHT. Ben regardez là, mais on l'avait pas vu ça sur ISO 9001. ISO 9001, en fait, il cite bien sûr l'entreprise, il cite l'adresse, je suis d'accord, mais il ne cite jamais justement l'activité. Et ici, ils sont en train de citer même l'activité dans le certificat, hein, d'accord? Parce que le certificat, on trouve bien sûr les produits. Eh bien, tout simplement, pourquoi il y a des produits qui sont cités sur le certificat? Parce que nous avons dit, en fait, on va le dire, hein, c'est pas encore fait. Donc, on va vous dire, on va vous expliquer bien sûr dans les diapositives qui vont venir par la suite, qu'une démarche ACP, d'accord, c'est pour un seul produit qui concerne un danger ou un non-danger. Ça veut dire qu'autrement dit, chaque produit, vous devez appliquer une démarche ACP. D'accord? Ou ça veut dire un plan ACP. On va voir, parce que je ne veux pas entrer dans le détail. Je laisse ça pour vous l'expliquer par la suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de citer les produits qui sont concernés par la démarche ACP. Parce qu'éventuellement, vous pouvez trouver par exemple des produits qui ne sont pas concernés par la démarche ACP. D'accord? Voilà. C'est possible. Donc c'est-à-dire, تمشي وما تلقاش des produits اللي ما متعلقيش ما درتيلهمش لا ديمارش ACP. ممكن. Donc c'est-à-dire les produits اللي طبقتي فيهم لا ديمارش ACP خصهم يبانوا عندك في le certificat باش حنا نعرفوا شكون هما هاد les produits, quels sont ces produits là qui ont été sujets, d'accord, de cette certification. Et après, regardez en bas, juste après bien sûr les produits, il était démontré que les exigences documentaires et d'application concrètes par la norme 1997, donc juste en bas, et vous pouvez déjà dépasser bien sûr, en fait comment dire, sauter voilà la partie qui est écrite en anglais pour arriver vers la partie qui nous concerne, c'est celle-là. Ce certificat est valable jusqu'au août 2006. Donc, je vous invite de voir ou de regarder en bas, colonne, C-O-L-O-G-N-E, 2003, 28, 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la date d'édition du certificat est 2003, la date de validité, bien sûr, date maximale de validité, c'est août 2006. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 ans. Donc, la validité du certificat est de 3 ans. Et en plus, c'est noté sur le certificat. D'accord? Donc, ça veut dire, et plus la signature, on ne parle pas. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir à partir de ce certificat? L'entreprise, l'adresse, les produits qui sont concernés par la certification, la date d'édition et la date fin validité. C'est-à-dire la date de validité, bien sûr, de votre certificat. Donc, maintenant, je vais
du certificat vers quelques définitions. Comme j'avais déjà expliqué, un danger, c'est un agent biologique, chimique ou physique. Le risque, c'est une fonction de probabilité. Donc à chaque fois, je reviens vers les gens parce que j'entends en fait des sons de... Mais je ne trouve pas la partie qui m'invite pour accepter ou refuser. Donc vous êtes en train de... je sais pas moi. Très bien. Donc je continue. Un danger est défini comme un agent biologique, chimique ou physique. D'accord? C'est-à-dire un agent en état. C'est un état. D'accord? C'est-à-dire parce qu'il existe. Et qui fait, bien sûr, un état, par exemple, un danger, le denrée alimentaire, ou là, par exemple, il modifie l'état de cette denrée, qui peut être, bien sûr, néfaste sur la santé. Maintenant, j'essaie justement de vous expliquer encore deux détails très importants. Le premier détail, parce que là, parce que vous savez, ça sert à quoi les diplômes? Le diplôme, ça nous aide justement de dénommer les objets par leur nom. D'accord, ou par ses noms. La sagesse, elle commence par la dénomination des objets par ses noms, ou par leur nom. Ça dépend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, un diplôme, quelle est la différence? Quand vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez faire des confusions. D'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? Regardez par exemple pour un français même. D'accord? C'est sa langue. Mais si vous allez lui poser la question, quelle est la différence entre salubrité, par exemple, et entre la sécurité, il va vous dire, c'est la même chose. Alors que normalement, non. Donc la salubrité, c'est l'acceptabilité, bien sûr, de l'aliment par un consommateur. C'est ça la salubrité. On dit un produit qui est salubre. Regardez, je ne dis pas, hein, regardez, parce que vous pouvez trouver, par exemple, des produits, en fait, des livres qui sont faits sur la partie nutritionnelle ou la partie agroalimentaire. Et vous allez trouver qu'à chaque fois que l'auteur, à chaque fois, il utilise sécurité et salubrité. D'accord? Pour lui, c'est la même chose. Même il fait, par exemple, un livre un peu pointu, aiguillé, ainsi de suite. D'accord? Mais pour les gens de qualité, c'est-à-dire les gens qui font de la qualité, qui font ISO 22000, qui sont des spécialistes, ils ne commettent plus cette erreur-là. D'accord? Vous pouvez trouver par exemple un enseignant carrément, un formateur, tout ce que vous voulez, un grand conférencier, mais ne faites pas attention à ces détails. Mais je ne dis pas que c'est la fin du monde si vous allez commettre cette erreur. Mais vaut mieux, parce que là, je vous donne bien sûr la possibilité de faire bien sûr la distinction. D'accord? On n'essaie pas d'être... voilà, c'est abordable, pourquoi pas. Hein. Donc la salubrité, c'est l'acceptabilité. Par contre, la sécurité, c'est-à-dire avoir une denrée alimentaire exempte de danger. Si je vous rajoute, par exemple, un petit point, le deuxième point, ce qu'on appelle la sûreté. Regardez, parce qu'il y a la sécurité. Donc la sécurité et la salubrité, donc la salubrité, il y a l'acceptabilité. Et le consommateur, il y a un produit qui n'est pas salubre, وما يقدرش يقيس له لا سونتي دو كونسوماتور مثلا فيه الحريه بزاف باغ اكزومبل ولا regardez par exemple pour les produits qui portent les DIO par exemple les DCIO la date voilà d'utilisation optimale DIO la date d'utilisation optimale un DIO pour les produits qui ont déjà dépassé par exemple c'est-à-dire la date pour ces produits qui ont déjà dépassé les DIO ديالهم تقدر تكونسوميهم un changement d'odeur, changement, par exemple, des caractéristiques organoleptiques, par exemple, le goût, ainsi de suite, ou l'odorat, d'accord. ولكن تقدر تكونسومي ما يدير لك حتى حاجه d'accord. ولكن en matière de salubrité il n'est plus salubre. Par contre la sécurité quand il touche par exemple la santé du consommateur, ça c'est la sécurité. Donc pour la démarche ACP on essaie de voir les deux, l'état de la denrée alimentaire plus il doit être exempt de danger. C'est-à-dire la sécurité et la salubrité. D'accord? Par contre, pour la sûreté, comme un autre produit, en fait un autre nom. Donc la sûreté, c'est toute action entamée ou engagée pour éviter, bien sûr, un danger suite à un acte volontaire. Donc la sûreté, il y a l'amn, c'est la sûreté. يعني ملي تيكون كاين عندنا كريمينال عندنا ان اكت كريمينال هو اللي كاين وانت تدير دي زاكسيون بور ايفيتي هاد لاكت كريمينال دونك تكون فولونتير. Par contre la sécurité تكون involontaire. Ça veut dire vous travaillez dans un climat, dans des conditions bien spécifiques, il y a une pollution de la zone,
et après, vous étiez justement touché par en fait, la pollution. Donc ça, c'est la sécurité. Donc ça veut dire, qu'est-ce que vous allez faire pour éviter la pollution? Qu'est-ce que vous allez faire pour, par exemple, maîtriser l'arrivage de l'eau potable dans votre entreprise? Ça, c'est la sécurité. Ou normalement, pour les gens agroalimentaires, ils sont concernés par les deux. Ils n'ont pas le droit de dire, bah non, moi, ça m'intéresse que la sécurité. Non, la sécurité et la sûreté. D'accord? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bioterrorisme. Le bioterrorisme, bien sûr, maintenant, c'est une arme. Hein. Regardez, c'est une arme de plusieurs gens, hein, attention. Donc, ça veut dire que si vous êtes en fait, un exploitant, vous êtes un chef d'entreprise, du secteur, bien sûr, là, il faut assurer, d'accord, le consommateur vis-à-vis la sûreté, vis-à-vis la sécurité, vis-à-vis la salubrité. Donc le risque, c'est une fonction de la probabilité de la gravité d'un effet néfaste sur la santé du fait de la présence d'un danger. Ça veut dire le danger, il est là, quel est son effet? Ah ben, l'effet de danger, ça s'appelle le risque. Ben, pour évaluer l'effet du danger, vous devez passer vers ce qu'on appelle la criticité. Et la criticité, c'est une fonction de probabilité et de gravité minimum. Parce que parfois, vous pouvez trouver, bien sûr, comme on avait déjà vu ça sur ISO 9001. Ce que nous avons déjà vu sur ISO 9001, nous avons vu la criticité. Nous avons vu que la criticité, elle peut être composée de la probabilité, de la gravité, d'autres paramètres. Par exemple, la maîtrise, par exemple, la détectabilité, autre chose. Donc, ça, c'est une définition. Je continue. La démarche ACP, d'accord, elle a vu le jour depuis 1963. Donc, qu'est-ce que ça veut dire HACCP? H, c'est hasard. Pour les gens qui ne sont pas forts en anglais, hasard ici, c'est Z. Hasard, c'est Z, c'est pas S. D'accord? Pour les gens qui suivent avec moi la formation, ils disent, mais pourquoi ils nous expliquent ça? Regardez, moi, parfois, je pose cette question, qu'est-ce que ça veut dire méthode ACP ou qu'est-ce que ça veut dire ACP? Il y a des gens qui écrivent hasard avec S. Professeur. Oui, allez-y. Professeur. Oui. On n'a pas bien Oui, entendu les dernières définitions. À partir de la célébrité et la sécurité, on n'a pas bien capté ça. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la salubrité, c'est l'acceptabilité du consommateur d'une denrée alimentaire. La sécurité, c'est une denrée alimentaire qui est exempte de danger. Bien sûr, entre parenthèses, acte involontaire. La sûreté, c'est toute action engagée pour éviter, bien sûr, tout acte criminel ou volontaire qui touche, bien sûr, la santé du consommateur. C'est ça la différence entre les trois. Donc, pour la méthode ACCP, ici, c'est l'hasard. Donc, je répète encore que c'est Z et ce n'est pas S. Hasard, c'est un danger. Donc, hasard, c'est un danger. Analyse, en anglais, c'est analyse. Analyse des dangers. Critical, contrôle pointe. C'est-à-dire, c'est le contrôle d'un point critique. Regardez la dénomination, elle est extraordinaire. À partir d'un titre, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Que la méthode ACP, elle se base en premier lieu sur l'analyse des dangers et en deuxième lieu sur le contrôle du point critique. Extraordinaire. Donc, je pars de, bien sûr parce qu'ACP c'est en anglais, hein. Donc je pars de l'abréviation en anglais vers, bien sûr, en français. Analyse des dangers, point essentiel pour la maîtrise. Regardez, l'anglais c'est plus parlant, hein, d'accord? Je ne sais pas ce que vous l'avez remarqué. En anglais, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus parlant, c'est plus ciblant, d'accord? Elle cible justement. C'est-à-dire, on arrive à partir d'une simple lecture de comprendre un peu les articulations, c'est-à-dire les articulations possibles des différents mots. Analyse des dangers, le contrôle du point critique. Et là, quand je dis contrôle, c'est pas surveillance. Contrôle, c'est la maîtrise. Donc ici, pour le français, c'est point essentiel. Point essentiel, c'est un vocabulaire un peu, comment dirais-je, généraliste, d'accord? C'est un vocabulaire des généralistes. Point essentiel. Moi, je préfère de parler point critique. Il vaut mieux pour la maîtrise. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, le troisième point, la démarche CP, c'est une méthode
pour identifier les dangers. Je vous ai expliqué avant, pendant ISO 9001 déjà, que quand je dis analyse, c'est déjà, elle commence par l'identification. Identification des dangers, analyse des dangers, d'accord. Et après, pour maîtriser l'ensemble des dangers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes censé, en premier temps, d'identifier l'ensemble des dangers qui sont liés à un aliment. Et après, vous devez réfléchir à les maîtriser. D'accord? Donc ça, c'est un peu c'est-à-dire la partie la plus basique de la démarche ACP. Donc la démarche produit un document, le plan ACP. C'est-à-dire la démarche ACP, elle veut nous produire un document. C'est-à-dire un document qui s'appelle un plan ACP. Donc pour les gens qui vont passer bien sûr des stages dans les entreprises, vous pouvez toujours trouver un petit rapport qui s'appelle plan ACP. Donc c'est un document, c'est un rapport. Si vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est comme on parle d'un rapport PFE, projet fin d'études. C'est presque la même chose. Donc, la démarche ACP après l'instauration, elle va permettre à l'entreprise d'avoir bien sûr c'est-à-dire toutes les étapes qui ont été suivies par l'entreprise elle-même. D'accord? Et voilà, donc ça veut dire le plan ACP, c'est tout ce que l'entreprise avait déjà entamé pendant bien sûr la mise en place. Ce plan s'applique à un produit. C'est pourquoi tous les produits de l'entreprise ont été cités sur le certificat. D'accord? Vous vous rappelez du certificat. Fabriqué par un procédé. C'est pourquoi? Parce que, comme vous le savez, par exemple, vous voulez en fait fabriquer par exemple du lait UHT, ce n'est pas le même procédé pour la fabrication du lait pasteurisé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de procédés différents, ça veut dire un ensemble de dangers différents ou une famille de dangers différentes. C'est pourquoi je dois faire une étude du lait UHT, bien sûr, de manière isolée, et je dois faire encore une deuxième étude pour le lait pasteurisé. Et si je fais du crème, par exemple, je dois faire encore une troisième étude pour les crèmes, et ainsi de suite. D'accord? C'est-à-dire tous les produits que j'ai dans mon entreprise, ils doivent être objets, d'accord, ou sujet de mon étude. Pourquoi? Parce que, comme j'avais déjà dit, chaque procédé, il a un ensemble de dangers. Et les dangers, comme c'est déjà cité, biologiques, chimiques, physiques, pour simplifier. Donc, comme j'avais déjà dit, la démarche CP, il a vu le jour depuis les années 60. Donc après, elle était reprise et adaptée, parce qu'au départ, c'était dans l'industrie chimique au départ. La démarche CP, elle avait le jour aux États-Unis, dans le domaine chimique. Pourquoi? C'est pour assurer la sécurité des opérations de fabrication. Et après, il était repris, adapté au secteur agroalimentaire par la compagnie Pillsbury. Donc Pillsbury, la Marofa, sa première intervention, c'était dans la fabrication des aliments pour les cosmonautes de la NASA. D'accord? Parce que vous savez, la santé pour ces gens-là, c'est très capital. D'accord? Donc c'est pourquoi Pillsbury, il a adopté la démarche ACP pour assurer bien sûr la sécurité des denrées alimentaires. Donc et après, il y a Nestlé. D'accord, regardez, 1960, 1972, il y a 12 ans. Et après, il y a Nestlé qui l'avait adopté. Maintenant, la démarche ACP est recommandée par Codex Alimentarius. Donc, Codex Alimentarius, donc vraiment ici au Maroc, on a bien sûr une norme marocaine. C'est vrai, c'est une norme nationale. Mais si vous allez lire et vous allez voir un peu le contenu, vous allez trouver qu'il s'agit de la démarche ACP, bien sûr, pour très cracher. D'accord? C'est-à-dire c'est le même détail. D'accord? Il n'y a que le nom qui est changé. Norme marocaine 08 0002. Voilà. C'est ça la nouveauté. Donc, Codex Alimentarius, c'est quoi? Parce que vous avez entendu parler souvent Codex Alimentarius. Et je suis sûr que pas mal des gens, c'est pas mal des étudiants, qui n'ont pas pris justement de la peine pour aller chercher ce que ça veut dire ce Codex Alimentarius. Donc, c'est pourquoi je vous ai préparé ça. Donc, Codex Alimentarius, c'est un code alimentaire. D'accord, a été créé par, bien sûr, le FAO. Donc, vous savez, c'est quoi le FAO? Et l'OMS. C'est quoi le FAO? Si quelqu'un peut me répondre.
Donc, vous suivez, non? Vous êtes là? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Alors, c'est quoi le FAO, comment on le dit? c'est l'organisation d'alimentation et d'agriculture. Bravo, Alexis, ça, c'est bien ça. Donc, sur l'organisation, bien sûr de l'alimentation et de l'agriculture. Food Agriculture Organization. Et l'OMS, vous le savez déjà. Voilà, donc ce sont deux organismes bien connus. En 1963, d'accord, oui, d'accord. Donc voilà, donc ils ont créé bien sûr ce code alimentaire. C'est là où vous pouvez trouver bien sûr tous les documents, toutes les pratiques loyales en matière de commerce et de denrées alimentaires. C'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'alimentaire, c'est dans le codex alimentaire. Donc avant de faire un voyage, regardez, donc je commence. Donc, avant de faire un voyage, il faut vérifier l'état de votre véhicule. L'eau, le gasoil, tout ce que vous voulez. Est-ce que le chauffeur il est bien en forme ou pas? Les accidents peuvent être éliminés en évitant bien sûr les dangers à condition que les préalables soient bien maîtrisés. Ça veut dire que vous voulez voyager? Eh bien, il faut vérifier le gasoil, vous vérifiez par exemple l'état du chauffeur, l'état de motorisation. D'accord? C'est-à-dire en fait la voiture elle-même. Une fois vous êtes sûr c'est-à-dire que l'état il est bon, donc maintenant vous pouvez voyager. Donc ce que vous avez vérifié au départ, ça s'appelle bien sûr les conditions préalables. D'accord? C'est-à-dire shurut bidaiya, les conditions préalables. Pour la démarche ACP, on fait presque la même chose. Nous essayons de voir ces conditions préalables avant de mettre en place la démarche ACP. Donc les conditions préalables vis-à-vis de l'agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène. Regardez, ce sont les racines de notre arbre. Donc les racines de la démarche CP, ce sont les bonnes pratiques d'hygiène. Donc les bonnes pratiques d'hygiène, il y en a beaucoup, mais vu que ces gens-là, ils élaborent bien sûr en fait un ensemble de techniques pour les gens agroalimentaires, et sont conscients que ces gens-là sont pas forcément des gens bien diplômés. Ce sont des gens porteurs de fonds, ce sont des gens qui sont très intelligents, oui, mais pas forcément des gens qui ont fait des études. Alors il faut simplifier la donne. Ça veut dire il faut joindre l'utile à l'agréable, parler des bonnes pratiques d'hygiène, mais de manière simplifiée. D'accord? Alors, pour parler des bonnes pratiques d'hygiène d'une manière simplifiée, on parle de ce qu'on appelle les programmes préalables. D'accord? Donc, les programmes préalables, ce sont des conditions qui sont nécessaires avant la mise en œuvre du système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, autrement dit, c'est un ensemble des exigences minimales. Des exigences minimales. Je dis minimales. Je ne dis pas toutes les exigences. Donc, tous les programmes préalables, ils sont, on peut dire, ils sont, comment dirais-je, résumés, voilà, dans 6 chapitres programmes préalables. Dans 6 chapitres. 6. Le premier chapitre, ça s'appelle les locaux. Quand je dis chapitre, c'est des programmes. Le deuxième chapitre, c'est le transport et entreposage. Troisième, ce sont les équipements. D'accord? Maintenant, c'est un lonage ou autre chose. Le personnel. Et après, le cinquième, c'est l'assainissement et lutte contre les vermines. Et le sixième, c'est le retrait. Donc, regardez, il y a presque tous les conditions, les bonnes pratiques d'hygiène, ils sont résumés dans les programmes préalables. C'est vrai, il y a pas mal de choses qui ne sont pas citées bien claires, mais ça se trouve dedans. Hein. On va voir justement un peu, on ne va pas voir tous les programmes, on va voir un aperçu. Hein. Donc les locaux, extérieurs du bâtiment, intérieur, l'installation sanitaire, l'approvisionnement en eau, le transport, entreposage, les deux, parce qu'entreposage, ça veut dire ce qui se passe dans l'entreprise. Transport, c'est un peu les veines, d'accord, c'est le sang. D'accord, c'est toutes les opérations pour faire, par exemple, le déplacement, d'accord, ou le transport des marchandises
soit de l'agriculteur vers le transporteur ou du transporteur par exemple vers l'entreprise qui fait la transformation primaire ou transformation secondaire, peut-être du transport vers par exemple un grossiste ou un détaillant, ainsi de suite. D'accord, tout ça. Et après l'entreposage, l'équipement, la maintenance, les personnels, la formation, exigence en matière d'hygiène, l'assainissement contre les vermines, donc l'assainissement, lutte contre les vermines en général, les retraits. D'accord, donc le retrait, c'est un langage de traçabilité. Encore ici, je vous dis quoi, je ne sais pas ce que je vous ai expliqué ça ou pas. La différence entre un rappel et un retrait. Donc le rappel, c'est la cessation, d'accord, de consommation. Et le retrait, c'est la cessation de commercialisation. Le retrait, de la marchandise, on la retire. C'est ça le retrait. C'est la cessation de commercialisation. Et le rappel, c'est la cessation de consommation. Donc, c'est-à-dire on fait, soi-disant, des publicités médiatiques et on informe tous les consommateurs de ne plus consommer le produit X. Parce que nous sommes sûrs, en fait, nous disons, d'accord, nous disons que peut-être le produit maintenant, il est peut-être entre les bonnes mains du consommateur. Puisque le produit est déjà entre les mains du consommateur, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on avise le consommateur directement. Il faut leur dire, il ne faut pas consommer le produit. Et ça s'appelle bien sûr un rappel, la cessation de rappel. Le retrait, non, c'est la commercialisation, c'est-à-dire retirer le produit. Surtout si vous êtes sûr que le produit n'est pas encore dans les tiroirs, par exemple, du consommateur. D'accord? Donc le rappel, le retrait, donc quand il s'agit par exemple, regardez par exemple, نرجع لكم l'histoire اللي كنا جيتكم شفتوها ثاني بالنسبه للمرتدى الكتبيه par exemple. مرتدى الكتبيه, un certain temps, il y avait une intoxication. Je ne garde plus les chiffres. D'accord, il y avait peut-être des intoxications bien sûr collectives, ainsi de suite. Quand ils ont voulu justement intervenir, c'était plus possible. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas justement un système de traçabilité. Et à l'époque, il fallait retirer toute la marchandise du marché, quelle que soit la ville, quelle que soit la localisation. Là où il y a la marchandise Koutoubia, il était retiré et bien sûr, c'est-à-dire il faut s'en débarrasser. Alors, cette opération, ça coûtait très cher pour l'entreprise. D'accord? Ça coûtait très cher pour l'entreprise. Si par exemple l'entreprise avait un système de traçabilité, et peut-être ils peuvent revenir sur le système, ils peuvent localiser par exemple le lot qui est justement responsable de l'intoxication, et par la suite ils vont retirer que le lot concerné. Les autres lots, ils vont rester toujours sur le marché, parce qu'ils ne présentent pas des intoxications. Vous savez, maintenant, puisque le système n'est pas, c'est-à-dire on n'a pas un système de traçabilité consistant, donc c'est-à-dire il fallait faire le retrait. Donc je reviens justement à mes programmes préalables. Donc il y a 6 programmes préalables. Il y a les locaux, il y a les transports, les équipements personnels, assainissement et retrait, 6 programmes préalables. Chaque programme préalable, bien sûr, on trouve un sous-programme. Par exemple, les locaux, il y a un sous-programme qui s'appelle l'extérieur du bâtiment, l'intérieur, ainsi de suite. Si je rentre encore dans l'extérieur du bâtiment, je trouve des exigences. Qu'est-ce que je dois respecter pour avoir un extérieur sain pour la fabrication dans mon entreprise? Comment il doit être mon extérieur du bâtiment? Comment il doit être mon intérieur du bâtiment? Comment je dois avoir des installations sanitaires et quelles sont les conditions? Comment je peux assurer un bon approvisionnement en eau? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un bon approvisionnement en vapeur, de glace, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, chaque sous-chapitre, dans chaque sous-chapitre, on trouve des exigences. Par exemple, ça c'est un exemple. Donc ça, c'est... Oui, allez-y. Je dois satisfaire toutes les exigences. Oui, pour les programmes préalables. Là, je peux... En fait, programme. Comment? Vraiment, le détail de détail. Je dois avoir tous les... Oui, je vous explique. احنا دابا لا كيسيون ديالك غنشرحها لك دابا مزيان نشرحها لك قبل ما نشوفوا زعما ليكزومبل اللي قدامكم هنا.
Quand vous avez, par exemple, les programmes préalables, et vous avez, bien sûr, comme j'avais déjà dit, des chapitres et des sous-chapitres, et dans chaque chapitre, il y a des exigences. Donc, vous allez essayer de respecter ces différentes exigences. Essayez de respecter. Ça veut dire, si vous allez calculer le taux de satisfaction, certainement, vous n'allez pas trouver que ça est égal à 100%. Mais vous pouvez être, par exemple, aux alentours de 80%. Si vous jugez que le pourcentage ou le taux de satisfaction, 80%, mais il est satisfaisant, il n'y a pas de souci, même si vous n'êtes pas à 100%. Mais le plus important, que ça ne présente aucun danger pour la santé du consommateur. Vous savez, donc c'est vous qui devez normalement prendre la bonne décision. Ça veut dire, quand je dis 100%, parfois ça n'existe pas. Hein. Et parfois c'est relatif à l'entreprise elle-même. Donc pour ne pas justement être dans comment dirais-je, le plus et les moins, on relativise. C'est-à-dire, autrement dit, on n'essaie pas d'avoir, par exemple, un langage binaire, plus ou moins, c'est-à-dire 0, 1. On relativise, c'est-à-dire à 80%, ça passe. Et 90%, il n'y a pas de souci. D'accord, on n'est pas à 100%, mais peut-être par la suite, on arrivera. Donc, les programmes préalables, ce sont les conditions minimales. En réponse à votre question, ça veut dire l'entreprise, elle doit faire plus d'efforts pour respecter, bien sûr, les différentes exigences. Donc, je reviens justement à ma diapositive. Donc là, je suis dans le chapitre locaux. Et comme j'avais déjà dit, ça, c'est un aperçu, un extrait. Parce que normalement, si vous êtes devant ce qu'on appelle les programmes préalables, parfois, il s'agit de 12 pages, 9 pages, 13 pages, 13 pages, 14 pages, ça dépend justement de la police, d'accord, de la taille justement, 14, 12, je ne sais pas. Donc vous êtes devant 12 ou 13 ou 14 pages, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à faire. Hein. Et après, donc regardez à gauche, il y a le sous-chapitre, les terrains extérieurs du bâtiment. À droite, il y a les exigences. Et juste à côté, il y a satisfaisant, c'est S, PS, c'est peu satisfaisant, NS, c'est non satisfaisant. Et après, il y a une colonne vide, d'accord, qui est souvent réservée pour les commentaires. D'accord, commentaires, par exemple, quand vous allez faire une checklist. Et après, vous pouvez rajouter encore une autre colonne pour expliquer qu'est-ce que l'entreprise, par exemple, à réaliser, qu'est-ce qu'elle doit réaliser. Ça veut dire que vous pouvez consacrer une colonne pour expliquer l'état du lieu, et une autre colonne pour les efforts qui sont déployés déjà. D'accord? Comme ça, vous pouvez avoir plus d'espace. Donc, mais les parties les plus importantes ici, c'est la partie gauche, sur les chapitres, les exigences, et après l'évaluation. Donc, les évaluations sont très importantes, plus satisfaisantes, non satisfaisante. Donc, chose très importante encore, c'est déjà vu pendant ISO 9001, la partie diagnostic n'est pas une exigence. Vous le savez, ISO 9001, si par exemple vous êtes un responsable qualité, vous n'êtes pas obligé de commencer par les diagnostics, attention, parce que ce n'est pas exigé par la norme. La démarche CP, c'est la même chose. Si vous êtes capable de faire par exemple un diagnostic visuel, par exemple, c'est-à-dire comme ça, se baser sur votre expertise, votre expérience, et par la suite, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on doit faire directement, il n'y a pas de souci. Mais c'est de préférence. Si vous êtes un responsable qualité, vous voulez, par exemple, démontrer à la direction supérieure que vous êtes là, que vous travaillez selon une méthode bien claire, vaut mieux commencer par un diagnostic. Moi, je dis vaut mieux. Je n'ai pas dit obligatoire. Donc, le diagnostic, il est là. Ça va vous aider justement de savoir qu'est-ce que l'entreprise il a en parfaite santé, qu'est-ce qu'il n'a pas du tout, que normalement le responsable qualité doit créer, d'accord, et qu'est-ce que l'entreprise il a, mais à moitié, ça veut dire c'est incomplet. C'est-à-dire là, elle doit compléter la partie manquante. Modifier, par exemple, parce que parfois, je le réalise, c'est-à-dire je l'applique, mais je ne l'applique pas comme il faut. Maintenant, je dois compléter, c'est-à-dire je dois modifier la partie réalisée. Donc, soit je ne le fais pas, soit je le fais, mais incomplet, de manière non complète. Sinon, je dois carrément, en fait, je dois le garder. Si l'entreprise est capable, bien sûr, de l'appliquer à la lettre.
Donc, l'état des lieux, il est très important. Ça va me permettre, bien sûr, parce que, rappelez-vous, ce qu'on avait déjà vu avant, un diagnostic est toujours suivi par un rapport. Et après le rapport, il y a le plan d'action. Et après le plan d'action, il y a la mise en œuvre. Donne-moi les étapes. Diagnostic, rapport. Après le rapport, il y a le plan d'action. Le plan d'action, il y a la mise en œuvre du plan d'action. Donc là, on est déjà dans le diagnostic. Le diagnostic, vous devez élaborer un rapport. Parce que, comme j'avais déjà dit, si vous êtes responsable de qualité, et vous voulez démontrer, vous voulez prouver aux autres que vous êtes là, que vous travaillez, et vous voulez leur présenter bien sûr ce que vous avez trouvé. D'accord? Ben, c'est ça, c'est votre occasion, c'est votre chance. Vous devez élaborer bien sûr un petit rapport que vous devez normalement l'élaborer sous forme de présentation PowerPoint. Et au lieu de parler par exemple d'un tableau où il y a des croix, ainsi de suite, qui sont des croix insignifiantes, ben, il vaut mieux présenter ça sous forme d'un diagramme de radar. Voilà, donc c'est-à-dire tous les pourcentages de satisfaction que vous avez calculés pour chaque chapitre, vous devez les transformer sous forme des figures. Et les figures que vous devez choisir, vaut mieux choisir ces diagrammes radar. Ce ne sont pas des exigences, attention. Le diagramme radar, ce n'est pas une exigence. Déjà, comme je vous ai déjà expliqué, que le diagnostic, ce n'est pas une exigence encore. Ce qui est une exigence, c'est le respect des programmes préalables. D'accord? C'est ça ce qui est exigé. Mais le diagnostic, ce que vous devez faire pour respecter les programmes préalables, c'est à vous de voir. Comme j'avais déjà dit, ce qui nous intéresse, c'est l'approche résultat et ce n'est pas l'approche moyen. Surtout pour ISO 22000. حنا اللي تهمنا هو l'exercice de bâtiment concret. ما خصوش يسمح. Ne doit pas respecter, par exemple, ne doit pas, par exemple, permettre l'accès des vermines, par exemple, les rats ou autre chose. D'accord, par exemple. L'intérieur, ça doit être par exemple des murs lisses, des murs nettoyables, lavables, ainsi de suite. D'accord, c'est ça ce que nous intéresse. L'éclairage, donc tout ce que vous avez déjà vu en bonne pratique d'hygiène, ça se répète dans les programmes préalables. Alors, donc les programmes préalables, vous pouvez les présenter sous forme de diagramme radar. Donc à gauche, regardez à gauche, c'est là où il y a les 6 chapitres, les locaux, ainsi de suite, de manière générale. Et si vous voulez détailler chaque chapitre sous forme de sous-chapitres, ça nous donne la présentation à droite. Regardez, A1, A2, A3, A4, et après B1, ainsi de suite. Regardez donc la présentation en fait, diagramme radar, c'est plus explicite. D'accord? Vous devez facilement localiser les parties les moins satisfaisantes. Regardez par exemple à droite. Tout le monde peut voir que les relevés d'entretien d'étalonnage, il est à 57. C'est un programme le moins satisfaisant. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit en tomber en premier lieu ce chapitre-là. Et après, en deuxième lieu, ça vient le retrait. Ça veut dire que l'entreprise, elle n'a pas un bon programme de retrait. Ça veut dire autrement dit, une partie de traçabilité qui est défaillante. Et après, ça vient par exemple la formation. Je ne vais pas tout voir, hein, d'accord. Mais j'explique que le diagramme radar, ça reste bien sûr un moyen bien clair, d'accord, et bien justement lisible par les chefs d'entreprise. C'est-à-dire par le directeur. Si vous voulez faire une présentation auprès de votre, bien sûr, auprès de votre directeur, soit vous êtes un responsable qualité, soit vous êtes un consultant. C'est-à-dire que vous devez le présenter à la direction. Donc, comme j'avais déjà dit, le diagnostic, ça doit être suivi par un rapport, si c'est ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir. Et après, il y a un plan d'action. D'accord? Et le plan d'action, il y a la mise en œuvre. Mais il ne faut jamais oublier que pendant la présentation du diagnostic, il ne faut pas se focaliser que sur par exemple, les points faiblesses. C'est déjà vu pendant les jeunes là. En fait, le patron, s'il est là, à côté de vous, il veut bien, parce qu'il attend de vous pour lui dire, par exemple, que les gens, c'est-à-dire l'entreprise, elle a bien fait, d'accord, par exemple, de ton programme, par exemple, des formations, comme un point fort. Il a besoin d'entendre ça. Il ne faut pas être négatif. Il ne faut pas parler que la partie brillante de la médaille. La médaille, normalement, il a 2 parties, il a 2 faces. Il a la face brillante et il a l'autre face sombre. Essayez d'être pragmatique. Essayez, par exemple, de commencer par les points forts et après, vous parlez vous parlez pas des menaces, par exemple, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, les points forts.
Et après, les menaces sont importantes encore, bien sûr. Donc, comme j'avais déjà dit, le plan d'action, il est là. Donc, tout ce que vous avez trouvé comme écart, vous devez bien sûr le convertir sous forme d'une action. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire pour remédier au problème ou à l'écart constaté? Qui est le monsieur, le responsable, qui fait quoi? Comment? Parce que parfois, il ne faut pas justement se contenter de parler des actions sans donner plus d'explications. Parce que comme à chaque fois je vous le dis, ce que vous voyez, c'est pas forcément, c'est pas forcément une partie visible ou vue par les autres. D'accord? Vous pouvez voir des choses que les autres ne peuvent pas les voir. C'est l'être humain. Donc, essayez d'être plus explicite vis-à-vis de vos subordonnés. D'accord? Il faut leur expliquer. Et ça, c'est important. Il faut expliquer comment effectuer une inspection ou autre chose. Quand? La date. Et là, vous devez encore envisager, par exemple, une procédure de suivi. Parce que parfois, par exemple, vous définissez, par exemple, une action et vous avez défini le moment, c'est-à-dire la date, mais la chose que vous n'avez pas faite, vous n'avez pas fait un suivi, par exemple, vous n'avez pas essayé de savoir est-ce que l'action était entamée au moment planifié. Elle doit commencer le mardi. Le mardi, c'est venu, justement, et le responsable, il n'a pas vraiment entamé l'action, c'est-à-dire dans la même journée. Donc là, il faut faire un suivi. Il faut savoir est-ce que vraiment l'action a bien commencé à la date, bien sûr, planifiée. Donc ça, c'est les programmes préalables, c'est fini, nous avons terminé, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci, d'accord, les programmes préalables sont bien clairs, nous avons fait un diagnostic, nous avons fait bien sûr un plan d'action, et nous avons veillé à la mise en place de bien sûr toutes les actions, et après nous avons même fait par la suite, après bien sûr la mise en œuvre du plan d'action, une autre vérification, d'accord. C'est comme j'ai fait un autre diagnostic, et là je suis sûr que tous les programmes préalables sont respectés. Maintenant, je peux commencer bien sûr, ma démarche, c'est-à-dire le plan ACCP. Donc, le plan ACCP, il est formé, bien sûr, de 7 principes et des autres étapes. Heureusement, les principes, bien sûr, de la démarche ACCP sont eux aussi des étapes. Heureusement, c'est pas pareil pour les principes ISO 9001. Les étapes, en fait, les principes ISO 9001 ne sont pas des étapes, ce sont des principes qu'il faut respecter. Par contre, la CCP, ce sont et des principes et des étapes en même temps. Heureusement. C'est-à-dire, une fois vous allez apprendre les étapes, vous allez apprendre en même temps bien sûr les principes. Parce que c'est comme qu'il y a une succession. Pour les étapes de la mise en place de la démarche ACP, ils sont au nombre de 14. Pour les gens qui font des recherches sur Internet, pour les gens qui travaillent dans d'autres entreprises, souvent vous rencontrez des démarches à 12 étapes. Mais ce que vous avez comme 12 étapes, c'est presque les 14 étapes. Quelle est la différence? La différence, parfois, au lieu de parler d'une étape toute seule, parfois je dis, par exemple, je dis n'importe quoi, je sais pas moi, élaboration du diagramme de fabrication et vérification. Donc, élaboration, je peux traiter par exemple que l'élaboration du diagramme de fabrication, c'est une étape. La vérification, c'est une deuxième étape. Sinon, je peux dire par exemple élaboration et vérification. C'est une seule. C'est-à-dire, au lieu de parler de 2 étapes, je parle d'une seule étape, mais tout en rajoutant ET, par exemple, pour parler d'une seule étape. C'est ça, en fait, la seule différence. Mais les étapes sont les mêmes. Maintenant, je vais détailler un peu les 14 étapes. Pour voir, parce que pas mal d'étudiants disent mais ça ne va pas, 14 étapes c'est trop. Mais ne vous en faites pas. On va voir les 14 étapes et vous allez juger vous-même que toutes les étapes sont essentielles. Et si je vous demanderais par exemple de sauter une étape, vous allez me dire non, c'est impossible parce que toutes les étapes sont importantes. Donc les 14 étapes peuvent être bien sûr réparties en 3 grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle une étude préparative. De 1 à 6, c'est-à-dire l'étape 1 à l'étape 6, c'est une préparation de l'étude. De l'étape 7 vers l'étape 9, c'est l'analyse des dangers, le cœur métier. D'ailleurs, le cœur métier. Le cœur métier, l'étape 7 vers l'étape 9.
C'est l'analyse des dangers. Ça veut dire, si vous allez comprendre 7 à 9, vous avez bien compris la démarche ACP. D'accord? Pour les étapes, les premières étapes sont importantes, mais c'est pas compliqué, sont pas compliquées. L'étape 10 vers l'étape 14, c'est formalisation du système, c'est pas compliqué. De ce que vous avez fait, ça doit être formalisé. Donc, ça veut dire que la démarche ACP en général, c'est du 7 à 9. D'accord? On va voir. Donc, les 14 étapes sont là. Les 6 premières étapes, ce sont des étapes préparatoires. Les du 7 à 9, c'est justement le cœur métier. C'est la partie analyse des dangers. Du 10 à 14, donc c'est là la formalisation. Bien, donc je vais revenir vers les principes et nous avons dit que les principes, ce sont 7 principes. Donc, analyse des dangers, 2, détermination du CCP, 3, fixation des seuils critiques, 4, surveiller bien sûr les seuils critiques, 5, prévoir les actions correctives, 6, vérifier le système, et 7, faire le dossier et procédure. Rappelez-vous de ces principes, parce qu'on va les voir après. Si nous pouvons justement faire, par exemple, une petite comparaison par rapport aux principes et les étapes, regardez, le premier principe qui s'appelle analyse des dangers, elle va correspondre à la 7e étape. C'est-à-dire, c'est l'analyse des dangers. Deuxième principe, la détermination CCP, c'est l'étape 8. Les fixations des seuils critiques, c'est l'étape 9. La surveillance, c'est l'étape 10, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, autrement dit, les principes, ils sont dans nos étapes. Donc, analyse des dangers. Donc, regardez, donc je commence depuis le début. Définir le champ de l'étude. C'est déjà vu. C'est pas nouveau pour vous. Hein. Regardez pour la mise en place du système ISO 9001. Moi, à chaque fois, je reviens à ISO 9001 parce que normalement, c'est un acquis. Logiquement, malgré la surprise que j'avais déjà rencontré lors de correction des copies, mais quand même, il y a des gens qui ont été meilleurs. Donc, le champ de l'étude, on l'avait déjà vu pendant ISO 9001. Je dois définir le domaine d'application. C'est-à-dire, quel est le domaine où je dois appliquer, bien sûr, la norme. Ici, c'est la même chose. Quel est le champ de mon étude? Si vous voulez faire, par exemple, la mise en place, rédiger votre PFE, votre stage, un certain temps, vous devez écrire, surtout matériel et méthode, vous devez écrire zone d'étude. C'est la même chose ici, le champ de l'étude, c'est une évidence. Deuxièmement, est-ce que vous croyez que vous allez travailler seul? Mais non, c'est impossible. C'est l'esprit d'équipe. Vous aurez besoin d'une équipe ACP. C'est 2. Évidence encore. 3. La description du produit. Qu'est-ce qu'on avait déjà dit? Nous avons dit que un produit, c'est une démarche, parce qu'un produit, c'est un procédé, c'est un danger ou un ensemble de dangers. C'est logique. C'est-à-dire, je dois donner, ou je dois décrire chaque produit qui fait partie de mon champ d'étude. Donc le champ, il est là. Quels sont les produits qui font partie de mon champ d'étude? Chaque produit, je dois lui attribuer, bien sûr, lui consacrer une description bien spécifique, bien distincte, bien sûr. Et après la description, je dois passer vers l'utilisation du produit. Par exemple, il y a pas mal de gens qui parlent, par exemple, de description du produit et utilisation. Oui, je peux parler d'une seule étape. Mais le plus important, ça sera traité. Hein. C'est-à-dire, le plus important, vous allez traiter 2 composantes, la description et l'utilisation. Donc, vous devez décrire votre produit. Quand je dis description, attention, il ne faut pas dire que c'est rouge ou vert ou noir. Non, c'est pas ça. La description, il y a des tableaux. Ne vous en faites pas pour ça, parce qu'il y a des tableaux qui sont vides, il suffit de les remplir. Quelles sont les caractéristiques? Quels sont les ingrédients, quels sont, ainsi de suite, d'accord? C'est un peu les différents ingrédients, les différentes spécificités, par exemple, de votre aliment, dans quelles conditions ça doit être emballé, dans quelles conditions, ainsi de suite. C'est toutes les informations, les allégations, bien sûr, toutes les informations qui sont liées au produit, pour assurer le consommateur et pour lui fournir, bien sûr, les informations concernant. Et après, l'utilisation du produit, ce produit sera utilisé par qui?
est-ce que ce produit-là, il peut être utilisé par toute personne, toute catégorie d'âge, même les vieux, même les bébés, ainsi de suite. Est-ce que votre produit, il est allergique? Par exemple, s'il trouve, par exemple, il comporte des parties allergiques, ça doit être mentionné sur le produit. Et vous devez mentionner que ce produit-là, ça ne doit pas être pris par les gens qui sont allergiques. Et vous devez, bien sûr, mentionner la partie allergène, c'est-à-dire la partie la plus allergique. D'accord? Ça, c'est important, utilisation produit. Diagramme de fabrication, c'est ce qu'on appelle le flux du produit, c'est-à-dire le flux de matière, depuis le début jusqu'à la fin. La matière première, quelles sont les différentes étapes pour la fabrication, depuis le début jusqu'à la fin. Donc, plus que votre diagramme de fabrication est détaillé, plus que vous avez la chance, c'est-à-dire vous aurez l'occasion pour imaginer, d'accord, parce que le diagramme ACP, c'est ça, imaginer les dangers éventuels. D'accord? Plus que vous le détaillez, plus que vous aurez la chance justement pour prévenir le danger. Maintenant, ça aussi, j'explique moi avant. Toutes les normes ou tous les systèmes sont là pour prévenir, bien sûr, soit des erreurs, soit des dangers. كلهم يجونا في ملامة نديروها راه باش نشوفوا كاع دوك لي ريسك اللي عندنا. D'accord? باش يكون عندنا un système capable pour prévenir. Il a dit la CCP pour prévenir les dangers. Il a dit 14001, c'est pour prévenir, par exemple, les aspects environnementaux, ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est pour prévenir. Vous avez élaboré un bon diagramme de fabrication bien détaillé, plus que vous aurez la possibilité d'analyser, c'est-à-dire d'identifier le maximum de dangers. Et si vous allez identifier le maximum de dangers, vous aurez la possibilité de les éviter. Action préventive. Vérifiez le diagramme. Donc vous devez, parce que le diagramme de fabrication est très important, nous avons déjà dit pendant la deuxième étape, la constitution d'équipe. Donc pour constituer votre équipe, ici, c'est pas, il n'y a pas que la partie bien sûr amitié, hein, d'accord. Faut pas dire voilà, vous êtes mon ami, vous ferez partie de mon équipe, non. C'est pas le seul critère. Donc l'équipe, donc les différents membres de l'équipe, ils doivent être multidisciplinaires. Ils doivent être, bien sûr, déjà assister à une formation ACP, parce que c'est ça le plus important. Les membres de l'équipe, ils doivent être réactifs, créatifs, d'accord? Ce sont des gens qui, s'ils ont des idées, bien sûr, ils les évoquent, parce que parfois, il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils ne participent pas, ils n'aiment pas participer. Ben, pourquoi vous allez les faire intégrer dans votre équipe ACP? Non, c'est pas la peine. D'accord? Parce que ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien déjà d'avoir, par exemple, en fait, un membre, sa présence ou son absence, c'est pareil. Non, c'est pas la peine, même s'il est intelligent. Donc, il vaut mieux avoir des membres d'équipe, bien sûr, participatifs, c'est-à-dire qui participent, qui créent, qui peuvent créer, qui peuvent innover, ainsi de suite. Donc, vérifiez le diagramme. Après la vérification, c'est l'équipe qui doit le faire. Et après cette analyse du danger, je vais chercher tous les dangers possibles pour chaque étape du diagramme de fabrication. Et après le 8e, s'il a déterminé sur le CCP, je reviendrai par la suite parce qu'il y a pas mal de parties que je dois vous expliquer dans la 8e étape. 9, si une fois vous avez jugé que c'est un CCP, c'est-à-dire c'est une étape critique, vous devez fixer des cibles et limites. Parce qu'en général, vous ne pouvez pas surveiller le néant. Vous ne pouvez pas surveiller le néant. Mais si vous voulez surveiller, vous devez tout d'abord définir en fait les cibles et les limites. Qu'est-ce que vous devez surveiller? Surveiller une limite. Par exemple, la température ne doit pas dépasser par exemple 63. Ou la température ne doit pas être inférieure à 63. La température, par exemple, des chambres froides, des chambres négatives, par exemple, ça ne doit pas être, par exemple, dépasser 4 Celsius. Les chambres négatives, ça ne doit pas, par exemple, être c'est-à-dire inférieur ou supérieur à moins 18, ainsi de suite. D'accord? Ça dépend de ce que vous avez. L'humidité ou autres paramètres, ainsi de suite. Ce sont des limites. Les cibles. On va voir quelles sont les différentes sources. Moi, je vous explique un peu l'ensemble pour avoir une idée. Après, je vais revenir sur chaque étape. 10e étape, c'est la surveillance. Donc maintenant, puisque vous venez de citer ou de déterminer, de fixer les cibles, vous pouvez les surveiller. Donc la surveillance, soit c'est-à-dire elle est faite
par voie informatique pour les entreprises qui sont bien outillées, c'est-à-dire ils ont les moyens. C'est-à-dire si une fois on aura une déviation, ça sonne, ben c'est bien, c'est une surveillance. Mais si on n'a pas ces moyens-là, c'est l'être humain qui remplace la machine. C'est-à-dire c'est l'être humain, vous devez par exemple donner un programme et demander par exemple aux gens de votre entreprise qui doit faire une surveillance par exemple pour chaque 2 heures. D'accord? Chaque 2 heures, il doit passer, par exemple, voir la température de toutes les chambres, bien sûr, frigorifiques, tous les réfrigérateurs, tous les congélateurs, toutes les plaques de cuisson, ainsi de suite. D'accord? Il faut vérifier tout ça, hein, parce que là, ce sont des cibles limites critiques qu'on ne doit pas, par exemple, avoir des déviations. Deuxième étape, 11, c'est un plan d'action corrective, c'est-à-dire là où il y a une déviation, ben, vous devez normalement intervenir sur place, parce que ça c'est une action corrective. C'est trop tard ici. Quand on a une déviation, c'est déjà trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une erreur? Ça veut dire quoi une déviation? Une déviation, ça veut dire un plan, en fait plutôt une action préventive qui n'est pas efficace. Une erreur, ça veut dire l'action préventive n'est pas efficace. Si vous litigiez que ça, c'est trop tard pour l'action préventive. Vous devez définir une action corrective. 11. C'est de corriger l'anomalie. Une fois que vous avez corrigé l'anomalie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher, parce que c'est une action corrective, vous devez chercher bien sûr une action, c'est-à-dire la source de la cause, c'est-à-dire la cause principale. Pourquoi vous devez chercher la cause principale? Pour éviter la reproduction de l'erreur. Il y en a comme l'objectif. Alors, mais si la correction du problème, non, vous devez corriger le problème et s'assurer de la non-récidivité. Le problème ne doit pas être récidif. Si vous voulez commettre la première erreur, c'est une expérience. Commettre la même erreur deuxième fois, c'est une habitude. Et là, devant bien sûr une approche systémique, il faut justement, comment dirais-je, faire face à toutes les mauvaises habitudes, c'est logique. Donc, deuxième étape, établir la documentation, dossier et procédure. Donc, tout ce que vous avez fait, ça doit être accompagné par une formalisation, par exemple, par des documentations. Voilà, voir les dossiers, les procédures, parce que dans tous les cas, votre démarche ACP sera bien sûr sollicitée par les gens de l'ONSA, par exemple, si vous voulez avoir votre agrément. D'accord? Donc, sinon, ça peut être par exemple demandé par des entreprises qui existent en France ou dans un autre pays. Si vous voulez bien sûr avoir un marché avec eux, regardez. Donc ça, ce sont les documents, les dossiers. Si vous voulez par exemple être certifié ACP, ce sont les organismes certificateurs. Donc la preuve, elle est indispensable. Donc et après, si vous avez un dossier et vous avez un système qui fonctionne, tout le système, vous devez le voir maintenant un peu avec un grand recul. D'accord? C'est comme si par exemple, comment dirais-je, vous êtes en train de surveiller une bicyclette qui marche. Donc au départ, vous êtes dessus, vous êtes sur la bicyclette. Vous êtes en train de surveiller qu'est-ce qui se passe sur votre bicyclette. Vous trouvez que la chaîne déconne, donc vous essayez de la mettre sur place. Vous essayez de surveiller par exemple les pneus. Vous essayez de voir un peu la mécanisation en général. Une fois la bicyclette, ça fonctionne et ça tourne, vous essayez de reculer en arrière. Vous n'êtes plus dessus. Mais vous êtes en train de surveiller toute la bicyclette. Et vous voyez, est-ce que la bicyclette, par exemple, tourne autour d'un axe donné? C'est tout le système. Vous n'êtes plus sur le détail. Maintenant, vous raisonnez un système. Tout un système. Quand je dis système, ça veut dire, quand je dis le trajet, c'est un peu les autres objectifs stratégiques. Est-ce que votre système, ça vous permet, par exemple, d'atteindre ce que vous avez tracé préalablement? Est-ce que vous êtes toujours sur la bonne carte de route que vous avez tracée préalablement avec votre direction? Est-ce que vous arrivez justement à assurer ce qu'on appelle l'amélioration continue? Et c'est ce qu'on appelle le maintien et l'amélioration. D'accord? C'est la vérification de tout le système. Et après, si vous trouvez que votre système, ça fonctionne, ben, il ne faut pas oublier, il faut l'actualiser. C'est-à-dire il faut voir ce qu'on appelle l'amélioration continue. Alors, s'il vous plaît, nous avons vu maintenant les 14 étapes. Si je vous demande, parce que là je vois que c'est déjà combien, alors quelle heure est-il maintenant? Donc 18h49, donc ça nous reste 2 minutes. Si je vous pose cette petite question avant de finir, quelle est l'étape que vous pouvez voir qu'il est une étape qu'on peut sauter par exemple?
quelle est l'étape que vous voyez qui n'est pas importante? Si vous avez une réponse, vous pouvez me répondre. Aucune étape, parce que chaque étape, Mhm. je vois qu'on doit avoir la double vérification pour être sûr de ce qu'on fait. Voilà. Et avant de analyser ou bien déterminer les points critiques ou bien les dangers, on doit savoir le produit et donc sur quel produit on va travailler. Je pense qu'on peut sauter aucune étape pour moi. D'accord. Donc la première réponse de votre collègue, donc elle vient de le confirmer, que toutes les étapes sont importantes. On ne peut pas, par exemple, sauter une étape voilà, et garder, par exemple, que 13 ou 12 ou 11 ou 10, peu importe. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Bien, devant le silence, donc je peux dire que tout le monde est d'accord. En général, c'est ça ma réponse, moi aussi. Parce que les 14 étapes ont été, parce que la démarche ACP, comme j'avais déjà dit, c'était une histoire de 1960. Et jusqu'à maintenant, la démarche, elle est fonctionnelle. D'accord? Il est adopté maintenant, il vient d'adopter, bien sûr, par plusieurs systèmes. Vu, normalement, comment dirais-je, vu son efficacité. Parce qu'ils ont trouvé que c'est un système très efficace, qui permet à l'entreprise, pour faire face, bien sûr, aux différents dangers. Alors, et en plus, je peux vous dire encore que la démarche ACP, malgré tout ce qu'ils ont fait pour l'améliorer, il n'y avait pas une grande partie importante en matière d'amélioration, parce que les 14 étapes ou les 2 étapes sont les mêmes. Jusqu'à maintenant, hein, malgré, il y a plusieurs modifications. Parce qu'ils ont essayé, par exemple, d'intégrer la partie risque, par exemple, risque, mis à part, bien sûr, les dangers, les autres risques. D'accord? Mais je peux dire que c'est le même principe. Quand on va arriver, par exemple, ISO 22000, si le temps va le permettre, vous allez voir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la démarche CCP, elle comporte les 14 étapes ou les 12 étapes, peu importe. Et ces 12 étapes sont très importantes. Vous pouvez me dire, par exemple, comme j'avais déjà dit, description du produit, utilisation du produit, on est déjà sur 13 étapes, mais quand même, utilisation du produit est important. Vous ne pouvez pas parler que de la description. Et autre chose, vérification, par exemple, et l'actualisation. Je peux dire, par exemple, les dernières étapes. Vérification et actualisation. Mais quand même, l'actualisation est importante encore. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le plus important ici, est que les 14 étapes ou les 12 étapes sont importantes. Donc, je récapitule rapidement avant de finir cette séance. Donc, il y a des étapes préparatoires, il y a des étapes analyse, il y a des étapes documentation. Les premières étapes, ça vient par ce qu'on appelle la définition du champ d'étude, l'équipe avec qui vous allez travailler, le produit sur lequel vous devez travailler, le diagramme de fabrication qui concerne le produit, parce que je m'explique comme avant, chaque produit il a un procédé, c'est-à-dire vous devez définir un diagramme de fabrication, et après, une fois le diagramme de fabrication, vous devez travailler dessus. Chaque étape, vous devez dire, par exemple, quels sont les dangers éventuels qui peuvent provenir, par exemple, à partir de cette étape. C'est ça l'analyse des dangers. Ou l'étape, la 7e étape, analyse des dangers, elle a des brainstorming. Donc, vous essayez de vous réunir, vous faites maintenant l'étape maintenant réception. Je t'envoie les dangers, le mot qui me faire. Quels sont les dangers éventuels? Vous essayez d'imaginer. C'est pourquoi je vous ai dit que les membres de l'équipe, ça doit être créatif. Donc, normalement, les sources, soit l'expertise d'ILI, soit l'historique de l'entreprise, soit justement parce que j'avais déjà travaillé dans d'autres entreprises concurrentes. Parfois, c'est pourquoi on doit souvent recruter des gens qui ont de l'expérience. Et après, je dois voir tous les dangers, savoir est-ce que ces dangers-là sont critiques ou ne sont pas critiques. Parce que je dois parler de ce qu'on appelle CCP. Et je vous ai déjà expliqué que ça va venir pour vous expliquer, bien sûr, que ça veut dire un CCP, et quelle est la différence entre un CCP et un CP. D'accord? Parce que ce n'est pas la même chose. Un CCP, c'est contrôle point critique, et un CP, c'est un point critique. 9e, c'est les cibles et les limites critiques. Dans tous les cas, comme je vous ai déjà expliqué, votre danger, votre étape, en fait, s'il est critique, vous devez normalement lui définir une limite que vous devez surveiller. Et une fois il y a une déviation, mais ça ne marche pas, vous devez intervenir pour définir le plan d'action, c'est-à-dire une action corrective, et vous devez s'assurer que le problème ne va plus se reproduire.
D'accord? Définitivement. Donc, ce que vous avez fait, ça doit être reformalisé et ça doit être, bien sûr, vérifié en continu. Parce que votre système, il atteint maintenant le premier cycle. C'est comme si le premier cycle, le deuxième cycle. Et ainsi de suite, vous devez voir maintenant, est-ce que tout le système fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Une fois, si ça fonctionne, vous devez l'actualiser. Ça veut dire amélioration continue. Et voilà, on peut dire que la démarche CP, bien sûr, touche sa fin pendant ces 14 étapes. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a pas mal de choses à venir sur vous expliquer. Certainement, je ne peux pas tout faire, bien sûr, pour vous expliquer, bien sûr, chaque diapositive d'une manière bien concrète. Mais en général, je vais essayer de voir quelles sont les diapositives sur lesquelles je dois vous expliquer davantage. Et par la suite, je vous explique les autres diapositives d'une manière un peu générale. C'est-à-dire, autrement dit, je ne peux pas, bien sûr, m'impliquer si je chauffe toutes les diapositives. Chaque diapositive, bien sûr, je vais lui consacrer un peu de temps. Non, je chauffe les diapositives les plus importantes, et après, c'est tout. Donc, en général, visiblement, ça va, on va justement réserver une autre séance, peut-être la semaine prochaine, toujours dans la démarche ACP, pour justement, parce que pour vous expliquer, bien sûr, le reste de la démarche ACP. Donc, s'il le faut, on peut voir que la démarche ACP et ISO 22000, je vous laisse bien sur le choix si vous voulez faire une recherche, d'accord, sur Internet. Ça nous reste un deuxième module, c'est ISO 14001. Voilà, donc ISO 14000, pour ISO 14000, je crois que je peux lui consacrer une seule séance, c'est suffisant. D'accord, je vous explique un peu. Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y. Professeur, j'ai une question. Allez-y. La description des produits et le diagramme de fabrication sont les mêmes étapes ou quoi? Non. La description du produit, par exemple, vous prenez du lait pasteurisé, par exemple. Donc, le lait pasteurisé, pour faire la description du produit, vous devez voir, par exemple, de dire quelles sont par exemple, la température de stockage. Quelle est la température pour vous stocker le produit? Qu'est-ce qu'il contient, par exemple, comme des agents conservateurs? Qu'est-ce qu'il contient, par exemple, comme des additifs? D'accord? C'est ça la description du produit. Par contre, le diagramme de fabrication, depuis la réception du lait cru vers le produit pasteurisé. Quelles sont les différentes étapes empruntées dans l'entreprise? C'est-à-dire les procédures, comme les procédures. Les procédures pour Comment? C'est l'étape qui se déroule dans les usines. Exactement. Voilà. C'est l'ensemble des étapes qui sont respectées dans l'entreprise pour fabriquer un produit donné. Depuis le début jusqu'à la fin. Ça ne doit pas concerner, par exemple, les étapes qui sortent du territoire de l'entreprise. Ça va concerner que les étapes qui sont déroulées dans l'entreprise. Parce qu'en général, on parle certification d'entreprise. Monsieur, la description du produit, n'est-ce pas, c'est une étape qui se déroule dans l'entreprise lui-même? Oui, c'est ça, c'est le produit de l'entreprise. Donc, c'est la partie du diagramme de fabrication. Parce que le diagramme de fabrication, ce sont les étapes pour fabriquer le produit. D'accord? Donc, le produit, la description, c'est l'étiquette. L'étiquette que vous devez normalement coller sur votre produit. Ok, d'accord. Monsieur, j'ai une deuxième question. Allez-y. Comment déterminer les CCP? Oui. Et quelle est la différence entre le CCP et la HCCP? Exactement. Donc, pour la CCCP, donc je vais la laisser pour la séance prochaine. Parce que comme j'avais déjà dit, je ne sais pas ce que vous avez bien remarqué, si une fois j'arrive aux 8e étape, donc je vous dis, je vais laisser ça jusqu'à la séance. Parce que normalement, à déterminer ce CCP, parce qu'il y a ce qu'on appelle arbre de décision, il y a pas mal des choses que je dois vous expliquer au départ avant d'arriver au CCP. D'accord? Mais ce sera bien sûr le sujet, en fait, ce sera l'objet de la séance, Inch'Allah, prochaine. Ok, j'ai une autre question. Oui, allez-y. Monsieur, quand est-ce qu'on a besoin de faire la CCP? J'ai pas bien compris votre question. Quand est-ce qu'on a besoin de faire la CCP ou bien de la CCP? De l'appliquer la CCP. HACCP. Quand est-ce qu'on a besoin d'appliquer? Appliquer la CCP. HACCP. La démarche, vous parlez de la démarche, c'est ça? Oui. Très bien. Donc la démarche ACP, on en aura besoin pour, moi je peux dire pour trois raisons.
La première raison, quand je veux mon agrément, vous voulez votre agrément. Donc, si vous voulez avoir votre agrément, donc ça veut dire que vous devez avoir la démarche ACP. C'est la première raison. Parce que l'organisme, ou l'Office national de la santé et de la sécurité des denrées alimentaires, pour le Maroc, ça demande, si vous voulez avoir un agrément, vous devez avoir instauré, bien sûr, vous devez instaurer par exemple le système, la démarche ACP. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est par exemple vous avez des clients qui demandent des entreprises certifiées ACCP. Donc ça veut dire que vous allez en fait vous précipiter pour instaurer une démarche ACP dans votre entreprise, pour garder votre client. Parce que le client, il a dit, il a besoin d'un fournisseur qui est certifié ACP. Sinon, il va vous changer. D'accord? Donc, c'est la deuxième raison qui va vous pousser d'être certifié ACP. La troisième raison, c'est un choix personnel. Vous voulez être certifié. Voilà. Vous voulez le changement. D'accord? Vous voulez vous distinguer par rapport aux autres. C'est un choix personnel. Voilà. D'accord? C'est trois raisons. Ok, merci. Ok, donc... Monsieur? Oui, allez-y. J'ai une question. Allez-y. La différence entre approche systémique et approche systématique. Oui. Quelle est la différence? Oui. Bien. Donc, l'approche systémique et l'approche systématique. L'approche systémique plutôt, c'est une approche relative à un système. Ça veut dire avoir une démarche qui fonctionne. C'est un système qui fonctionne. Parce que c'est quoi un système? Un système, c'est un ensemble de processus en pleine interaction. C'est ça un système. Donc, si vous voulez avoir un système, il faut instaurer la notion de processus. Et c'est quoi un processus? Un processus, c'est une activité ou un ensemble d'activités qui permettent de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Si vous avez plusieurs processus en pleine interaction, ça veut dire que vous avez un système qui fonctionne. Donc, si vous avez un système, vous avez pu avoir ce qu'on appelle l'approche systémique. Si vous avez un système qui fonctionne, une approche systémique, ça veut dire que vous allez faire les choses d'une manière automatique. C'est-à-dire tout est programmé, tout est planifié, tout le monde sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire, il n'y a pas de chevauchement, il n'y a rien du tout. Il y a des plannings, il y a une visibilité extraordinaire. Et là, on va parler d'une approche systématique. C'est-à-dire que les choses se font d'une manière méthodique, systématique. On n'a pas besoin de faire des rappels à chaque fois aux gens qui sont concernés, bien sûr, par la démarche. Vous avez compris? Oui, merci. Je vous en prie. Oui, c'est bon, c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de questions. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie beaucoup pour votre assistance. Et voilà, donc à la semaine prochaine. Hein. Dans tous les cas, comme je vous ai déjà expliqué, il y aura une séance pour finir bien sûr cette partie ACP. Une deuxième séance sera consacrée pour 14001. Oui? Monsieur, concernant l'examen, parce que l'administration nous a informé que l'examen commencera le 5 juin, est-ce que vous avez aussi un examen? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous savez, normalement, surtout master, normalement, les examens, ça doit être bien sûr programmé à distance, mais pour le temps, pour le moment et quand et comment, ben, ça dépend bien sûr du formateur et ça dépend de votre coordonnateur. En général, je vais essayer de voir avec votre coordonnateur, professeur et je vais voir qu'est-ce qu'on doit faire. Si on doit faire par exemple une évaluation selon un QCM, on le fera. Si on va vous donner par exemple une étude de cas, on va le faire. Si on va vous donner par exemple des rapports et les collecter par la suite, faire une évaluation, on va le faire. En général, ne vous en faites pas. Tout sera programmé bien sûr à temps opportun. En général, puisque moi ça me reste encore une séance à programmer, donc ça veut dire certainement l'examen, c'est pas pour la semaine prochaine, c'est pas pour la semaine d'après. En général, je vais vous informer en fait préalablement. C'est bon? Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie, je vous remercie moi aussi. Bien, donc je suis ravi, ça me fait grand plaisir d'être parmi vous virtuellement, bien sûr. Et voilà, donc je vous souhaite bon chance. Et je vous souhaite voilà, bon confinement et bon déconfinement, Inch'Allah, après 10 juin. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur.
Au revoir. Et vous, merci, monsieur.